Catherine Duvalet. Présente. Jean-Jacques Coquelet. Fadila Benamara. Jacques Le Cerf. Fatia Djemel. Bernard Cancalon. Rachida Dordain a donné pouvoir à Bernard Cancalon. Ousmane Diaye. Marilyn Nio. Dominique Legault. Noël Boudard. Nabil Goul. Grace Loubassou. Était là? Elle arrive, elle est là. Elle est là, mais elle est pas. Jean-Claude Bourbeau qui a une hernie discale majeure, je crois, donne pouvoir à moi-même, Michel Combes, Christophe Coplot, Géraldine de Liancourt-Godefroy, Benoît Balu, je ne pense sera pas là. Vous savez que Il a essayé de m'appeler, j'ai pas. son papa est décédé hier. Voilà, donc. Il a essayé de m'appeler tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Anne-Marie Chamouma, Yvette Rebourg, Claude Charles donne pouvoir à Noël Boudard, Lisbeth Schreiber, qui va arriver, je pense. Olivier Barbossa avait un ennui lui aussi, c'est que sa mission, enfin son travail, s'est arrêté ce soir, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Et donc, il avait des formalités à faire et il donne donc pouvoir à Mohamed Friou, Pascal Dumontier, El Houssen Oulis donne pouvoir à Catherine Duvalet, Jeanne Pouet, Mohamed Friou, Pascal Gébert, excusez-moi. Anne-Marie Jourdan donne pouvoir à M. Amsalem, Michael Amsalem, Fabienne Bucard, Patrick Lozé. Et donc, nous allons passer, s'il vous plaît, si vous en êtes d'accord, à un certain nombre de points. Nous désignerons un secrétaire de séance. Nous approuverons les procès-verbaux des séances précédentes. On présentera une carte qui était demandée par un certain nombre d'entre vous des grands chantiers en vous demandant à tous un petit peu de silence et l'espoir également qu'on puisse voir en un tout petit peu plus grand, Monsieur Aurière, votre grand diaporama, en reculant un petit peu peut-être le... Moi, vous savez, c'est comme les diapos il y a très longtemps, quand il y avait des diapos en tambour. Si on n'arrivait plus à faire le point comme ça, on reculait ou on avançait la table. Hein. C'était comme ça, hein, autrefois, les diapos à tambour. Et voilà. Et puis on espérait toujours qu'on achèterait autant de tambours qu'on avait de machin, mais on ne le faisait pas parce que ça coûtait trop cher, donc on les enlevait, on les remettait. Voilà, présentation des grands chantiers des investissements immobiliers à Val-de-Reuil, qui est une demande qui avait été faite. Et puis des informations générales, le compte-rendu de la délégation du maire. Jean-Jacques Coquelet nous parlera, je crois, de la dotation de solidarité urbaine et nous fera son rapport d'utilisation, mais comme un certain nombre de collègues sont concernés, il sera peut-être plusieurs à en parler. On aura une bonne nouvelle, c'est les deux bonnes nouvelles qui nécessitent qu'on prenne une délibération, j'espère qu'on la prendra tous parce qu'elle est favorable à la ville, sur le dispositif d'investissement locatif destiné aux particuliers, dite loi Pinel, qu'il faut mieux être dedans qu'être dehors. Nous proposerons une délibération qui est sur l'achat d'un terrain de futsal, c'est ça? Voilà, j'en dirai un mot tout à l'heure. Madame Duvalet nous parlera du projet éducatif territorial, dit PEDT, puisque le ministère de l'Éducation nationale n'est pas le dernier à aimer les sigles, et c'est un partenariat entre la ville et les établissements publics locaux d'enseignement, les EPLE. Voilà, et donc voilà ce qu'on fera. Vous nous parlerez également, je crois, Madame Duvalet, des conventions de partenariat défi école. Non, c'est pas Madame Duvalet. Pardon. Voilà, école sans E pour. C'est normal, c'est école énergie, mais ça doit troubler plus d'un élève. Avec le FEDER, le CRHN 76. Je vous signale que le CRHN 76, ça n'existe pas. Et le CG 27 et la ville. La convention de disposition d'un espace à l'association Envie d'agir, c'est M. Cancalon qui a toujours envie d'agir. Ou toujours, voilà. Et puis la convention à la mise à disposition d'un espace de l'association VDR Scrabble, je crois que c'est M. Cancalon qui rapporte, me dit-on. Mais Madame Benamara connaît tout sur le Scrabble, les mots avec des X et des Z, et elle fait des 47, voire des 53 sans aucun problème, avec des mots inconnus qu'elle va piocher dans le dictionnaire qui n'existe pas. Syndicats, organismes et associations, désignation des représentants du Conseil, vous le savez probablement, c'est malheureusement le remplacement de notre collègue Daniel Moreau. Et puis donc je viens de recevoir pour Jeanne Pouet le pouvoir de Lisbeth Schreiber, qui indique dans un petit mot qu'elle ne peut assister au conseil municipal du vendredi 31 octobre. Malheureusement, en effet, malheureusement.
Voilà, nous savons également que c'est un peu les vacances et que c'est pour d'autres la Toussaint et que parfois on va fleurir des endroits très lointains. Voilà. Au dernier conseil, Madame Grace Loubassou, qu'on n'a plus le droit d'appeler mademoiselle, était, je crois, notre secrétaire de séance. Elle me propose que ce soit Mohamed Friou au titre du bizutage, me dit-elle. Et donc celui-ci accepte avec plaisir, sachant que derrière les noms de Grace Loubassou, Mohamed Friou, Marc-Antoine Jamet, Catherine Duval et Jean-Jacques Coquelet, il y a bien souvent Catherine Bataille qui dit oui, grosso modo. Là. Elle dit c'est bien vrai ça. Et, hein, derrière, pas physiquement, vous ne poussez pas Mohamed Friou. Voilà. Peut-être deux, trois mots sur une note d'actualité dont on parlera. Peut-être dire comment se passent les permanences au kiosque, Monsieur Cancalon, les permanences municipales au kiosque, si vous voulez bien. Un mot, puisque on avait dit qu'on en dirait un mot au conseil municipal. Je vous rappelle que nous sommes écoutés et entendus sur Internet, et que même si vous ne voyez pas nos amis, c'est qu'ils ont maintenant une régie déportée qui permet au public qui le demandait et à leur caméra de mieux fonctionner. Voilà. Allez-y, monsieur, ça marche. Madame Bataille, premier micro, ça s'ouvre. Donc, à partir de vendredi prochain, c'est-à-dire le 7 novembre, aura lieu la permanence au kiosque. Cette permanence sera de 13h30 à 18h tous les vendredis, sauf pendant les vacances. Il y aura donc un élu chaque semaine ça change, un élu et un fonctionnaire qui sera présent. Ce sont des rendez-vous, ce sont des sans rendez-vous. Voilà. Rendez-vous sans rendez-vous. Sans rendez-vous, toute personne peut venir. Le système, en fin de compte, c'est de permettre aux gens de venir nous voir et nous expliquer leurs attentes, etc. Nous avons mis un système de fiches synthèse qui sera rempli par le fonctionnaire et transmis dès le lundi matin au service afin qu'on puisse voir ce qui peut être fait, etc. Et le retour se fera le vendredi d'après, pour éviter que les gens qui s'y reviennent encore le vendredi d'après, on puisse trouver une réponse à leur demande. Alors il est évident qu'il y a des questions qui vont être en plusieurs semaines pour trouver une solution, mais l'important c'est d'avoir la réactivité tout de suite, dès le lundi, de pouvoir transmettre aux services ou aux élus concernés la demande de l'habitant. Donc le principe de cette permanence, c'est d'écouter. Et bien évidemment, on ne peut pas donner de réponse immédiatement à la question qui va être posée. Et les gens seront contactés aussi par un courrier en accusé-réception dès dans la semaine qui aura eu lieu le rendez-vous. Voilà. Merci. Quelques informations de date. Je vous rappelle qu'il y a le 11 novembre. Très bien, j'avais oublié de mettre le micro, ce qui fait qu'on ne passe plus sur Internet. Deuxième chose, il y a quelque chose auquel on tient. Vous savez qu'un certain nombre d'entre vous sont nouveaux. On est nouveau depuis mars, mais on est encore nouveau. C'est que nous passons chaque année dans tous les groupes scolaires pour faire une petite information sur ce que sont les violences faites aux enfants le jour de la Journée internationale des droits de l'enfant. Le but, c'est pas de traumatiser les gens. Il y a une petite présentation qui a été faite, revue, qui s'est améliorée au fil des années. C'est un peu distendu, je crois qu'elle a été refaite l'année dernière et qu'elle était plus tendue. C'est de donner le numéro de SOS Enfants que vous connaissez, qui est le numéro qui permet, c'est une ligne rouge, qui permet en cas de violence intrafamiliale à des enfants de tomber sur un psychologue et quelqu'un même qui peut intervenir.
par transmission au procureur ou transmission à la police. Donc c'est important. C'est aussi un moyen de rappeler le droit à l'identité, le droit à l'école, ce qu'est la mixité parfaite, etc. etc. Donc je sais que Catherine Duvalet a ouvert une grande feuille avec écrit nom, groupe scolaire, heure. Voilà. On avait eu quelque chose d'épouvantable, si je me rappelle bien, l'année dernière et quelques autres années, c'est qu'on était plusieurs par groupe scolaire. C'est pas épouvantable du tout, hein. C'est tant mieux, parce que évidemment, on ne va pas demander aux conseils municipaux de passer une journée entière, ça casserait les pieds aux directeurs et aux instituteurs. Ça prend 3/4 d'heure, oui, avec les questions, peut-être 1 heure, mais on fait qu'une classe. Et puis c'est bien aussi de faire qu'une classe, il ne faut pas non plus que vous en fassiez 2, 3. En revanche, si on est 1 ou 2 collègues, évidemment, on fait 2 classes. On choisit toujours des un peu grands, hein. Il ne faut pas non plus pas faire ça en CP, c'est en CM1, CM2. Voilà, vous le savez. Et souvent, enfin, je veux dire, on est toujours très étonné, Christophe le fait depuis longtemps, mais par les réponses des enfants, parce qu'ils savent, parce qu'ils écoutent, parce qu'ils voient la télévision, parce qu'ils sont capables d'analyser et de comprendre, et c'est souvent très intéressant et très rafraîchissant de faire ça. Je dois dire également qu'on a toujours la coopération parfaite des enseignants, et c'est vraiment un beau moment ou un bon moment. Voilà. On m'indique que Madame Myriam El Khomri, qui est secrétaire d'État à la ville, souhaite visiter la ville de Val-de-Reuil en fin d'année. Bon Dieu, c'est demain matin. Voilà. Il y a eu un exercice de sécurité qui s'appelle PPMS dans les écoles. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous, je vois Fatia, dont on me dit qu'elle était à Léon Blum, Noël Boudard à Coluche, enfin, etc. C'est bien que vous avez participé à ça. Le déclenchement a été donné à 9h40 par ordre de M. Barbe, me dit ma note. M. Barbe a eu ce grand jeu, il a appuyé sur un bouton, et donc un exercice de sécurité a été fait. Je crois que ce qui est important que vous sachiez, c'est que ça s'est bien passé. Et on me dit que le fait que 17 coups de téléphone soient revenus en 12 minutes, voilà, au directeur, on a été capable donc de faire une alerte. Vous savez qu'on est dans un site Céveso, donc ça, évidemment, le confinement, rentrer chez soi ou des choses comme ça, sont des choses qui sont importantes. Sur le contrat d'agglomération, on a eu une petite réunion préparatoire entre nous, qui n'a pas donné encore lieu à une réunion confrontation avec l'agglomération. On sent bien que l'essentiel de notre contrat d'agglomération, ça va être la maison des services publics, pour lequel on va essayer de faire un effort essentiel. Vous savez que dans le cadre de la réforme des collectivités locales, la programmation de la disparition des centres de sous-préfecture, mais également peut-être de présence de conseillers généraux dans des zones urbaines. On est dans des zones urbaines, enfin, pas pour ces 6 années, mais ensuite, et peut-être programmé. Et donc, c'est important d'avoir un point d'ancrage de l'administration, de réponse aux administrés, aux citoyens, aux usagers, et nous avons été désignés pour y être. La revitalisation de la rue Grande fait partie également du contrat d'agglomération, c'est-à-dire de participer à la rénovation des cases commerciales. Il y a déjà pas mal d'immeubles qui ont été rénovés et en profondeur, c'est le moins qu'on puisse dire. On en dira un mot si vous voulez. La transformation du théâtre des Chalands en maison des habitants, maison des Relais Valois, hein, c'est-à-dire d'en faire ce lieu dont certains d'entre vous ont dit qu'il pourrait ressembler au Moulin de Louviers, qui serait à la fois un lieu pour jeunesse, qui pourrait être une salle de cinéma exceptionnelle, qui permettrait aux directeurs d'école, quand ils le souhaitent, de pouvoir mobiliser un endroit mieux que les Chalands pour eux, puisque les Chalands, il y a tout le décorum, etc., qu'on lisserait un peu. Il n'y aurait pas 400 projecteurs, des rideaux, ce serait quelque chose de plus simple, un peu comme ça fonctionne bien Louviers. On peut s'inspirer de ce qui fonctionne bien parfois chez les autres. Le parc écologique en prolongation de la voie de Lorée et la voie de Lorée, et puis un certain nombre de choses que nous avons indiquées ensemble qui devraient faire l'objet de ce contrat d'agglomération. Il faudra le discuter avec l'agglomération, avec la région, avec le département. Évidemment, est-ce que le contrat d'agglomération demeurera à partir du moment où il y a d'autres élections qui font que la majorité du Conseil général changera ou ne changera pas, et quand? En mars, donc dans 6 mois. Vous savez également qu'il y a des élections régionales en décembre de l'année prochaine. C'est donc un contrat d'agglomération qu'il va falloir faire de manière très sérieuse si on veut que des changements de majorité que je ne souhaite pas et que je n'espère pas et que je ne veux pas voir se produire ne perturbent pas ce contrat d'agglomération. En gros, qu'il ne soit pas rediscuté s'il y avait des nouveaux arrivants et qu'on y mette des choses solides et certaines. On me dit que la mutualisation, il y a des choses qui continuent en termes de logiciels. On a également parlé en termes d'archives avec Rosa Bouca, puisque l'agglomération propose de traiter les archives des communes. Dieu sait qu'on a trop peu d'expositions sur la ville. Ici, moi, je trouve qu'il faudrait sortir toutes ces maquettes qui ont été enfin dépoussiérées. Toutes les archives ont été classées. Il est temps, vu l'endroit et l'état dans lequel elles étaient.
Et ça, c'est quand même important. C'est un gros travail qui a été fait. Il faut maintenant qu'on puisse le voir. C'est quand même quelque chose qui est important. Sur les états généraux de l'emploi, je vois qu'il y a David Fontaine qui est là, que je remercie. Il y a une lettre qui est partie à tous nos partenaires en leur proposant 5 actions. Donc il faut continuer avec eux, maintenant les appeler, les voir, les retrouver. Et puis, un certain nombre de choses, je vais vous en parler, sont apparues avec, feront notre programme de travaux sur lequel je voudrais m'attarder quelques secondes pour vous en parler. On me dit que l'école des cerfs-volants, comme on l'avait promis, la rénovation de la peinture du hall a été effectuée par les services techniques, ce qui est important. Ce n'est pas l'école qui est dans le meilleur état. On avait dit la Toussaint à Mouliche et ça a l'air de s'être passé, c'est tant mieux. Et puis des travaux commencent, j'en parlerai aussi. L'aménagement du carrefour des Sablons et de la chaussée du Parc, ça va commencer dans début du mois prochain. Vous savez qu'on a été tributaire des attributions de marché. Durée du chantier 3 mois, sécurisation de cette partie de la ville, diminution de la vitesse pour ceux qui habitent à côté, début de pistes cyclables et trottoirs. Enfin, vraiment, tout ce qui a évidemment été fait beaucoup sur certains endroits n'était pas assez. Et en faisant ce carrefour, on s'oblige, vous enverrez un plan, à continuer à le faire. Voilà où on en est. Un moment important auquel vous êtes conviés, je crois, j'en suis même à peu près sûr, c'est le lundi 17 novembre à 17h, notre jeune commissaire de police se voit remettre le commandement du commissariat par le préfet. C'est une cérémonie qui n'est pas comme comédie musicale ou comme tour de chant, on a vu mieux, mais voilà, elle est républicaine, le commissaire est sympathique, tous ses collègues sont là, les élus sont traditionnellement conviés, et donc c'est au commissariat de Val-de-Reuil le lundi 17 novembre à 17h. Voilà, voilà. La pause de la première guerre mondiale, la première pierre de la gare, là aussi, dossier sur lequel certains se sont beaucoup battus, j'ai l'intention de le dire quand même, c'est jeudi 13 novembre à 15h30. Alors là, compliqué, parce qu'il faut aller voir la SNCF, la région, au même moment. Ça a été remis 25 fois, mais on y est arrivé. La présentation du... Alors, je sais que ça ne veut rien dire, mais nous continuons, et comme on est, de ce point de vue-là, pas très bien organisé, on ne les met pas tous comme on devrait les mettre dans un couloir. L'ANRU de Val-de-Reuil vient encore de remporter un prix, ça commence à faire beaucoup, c'est le prix national d'art urbain, qui a été remporté par une opération qui a déjà été primée, c'est celle de Lydie et Philippe Chamblas, qui est l'opération du quartier de la rue du Pas des Heures, qui en termes d'aménagement, de rénovation, de qualité de vie a été primée. Ces 6 opérations seront mises en ligne sur Internet. Et il y aura la remise le jeudi 27 novembre à 16h30 dans un lieu qui est évidemment, de ce point de vue-là, tout à fait symbolique. C'est la Grande Arche de la Défense. On me dit que chaque maire interviendra sur un diaporama de 2 minutes. C'est déjà une alerte, c'est ça. Voilà. Regarde un peu ce qu'on te propose. Voilà. Sur des informations, oui, donc il y a la lettre par laquelle la ministre de la Ville nous dit qu'elle va faire un petit tour chez nous. Un mot également dont vous devez être tenu au courant. Nous avons mis en place des opérations qui sont compliquées. Je m'appuie sur le bureau des adjoints, sur Catherine Duvalet, la première adjointe, sur Jean-Jacques Coquelet, qui consiste à faire des économies. On y est obligé par la diminution des dotations de l'État. Personnellement, vous savez que moi j'avais 2 personnes qui nous permettaient de travailler et de nous aider, à qui j'ai demandé et que j'ai aidé à trouver un travail ailleurs. Parce que voilà, il faut faire tous des efforts, donc c'est aux élus de faire plus de lettres, plus de rapports et de travailler davantage. Et donc voilà, pour faire des économies et faire en sorte que notre masse salariale se dégonfle un peu, c'est important. Et je crois que ça nous était beaucoup demandé par Madame Marien, qui s'occupe de nos finances. Donc j'alerte chacun sur la nécessité absolue de considérer qu'1 euro est 1 euro, qu'il ne faut pas le dépenser. Voilà. Sur le chômage, septembre est traditionnellement pas un bon mois, puisque vous le savez, ceux qui sont sortis en juin-juillet ont pris des vacances et arrivent sur le marché de l'emploi, donc c'est pas le meilleur des mois. Ça se voit bien d'ailleurs, puisque les chômeurs indemnisables restent, eux, stables. C'est-à-dire que je vous avais dit que le chômage n'augmentait plus à Val-de-Reuil. En revanche, sur les non indemnisables et des jeunes qui arrivent, donc qui sont en situation de premier emploi,
On voit arriver un rush en septembre qui fait que nous augmentons de 30 unités le nombre de personnes qui sont au chômage. On me dit que dans d'autres communes, ce n'est pas des augmentations de 30 unités, mais de 50 ou de 80. Bon, il n'y a pas à en tirer gloire. Je veux dire, c'est 30 de trop, c'est toujours trop. Et ce qui sera important, c'est de voir avec des mois comparables comment on fera en décembre et comment les choses se passeront. Je vous avais dit que je vous présenterai un petit diaporama pour vous montrer simplement qu'il y a un certain nombre de chantiers qui sont en cours dans la ville, qui reprennent un certain nombre d'opérations. Elles sont essentiellement ces opérations Est-Ouest et pas Nord-Sud. On a mentionné pour rappel la ferme équestre qui est tout au nord, qui était un projet que nous avons trouvé ici, qui nous paraissait délicat, qui, du point de vue de la sécurité, d'après le commissariat de police, qui se sont succédés, était très mauvais, qui était la ferme équestre, et les 400 logements qui mettaient en communion, en communication, un quartier difficile de Léry, il faut le reconnaître, et un quartier qui n'a pas toujours été le plus facile de Val-de-Reuil, les Rougettes, Frédégonde, même si les choses se sont beaucoup arrangées. Mais un parc artisanal y est programmé. Vous avez à droite, sur la zone dite des errants, un projet tertiaire dont je parlerai, et de logement. La zone des errants n'est pas très bonne. C'est comme ça qu'elle a été mise en avant par notamment Cemex, puisque c'est l'endroit où ils creusent pour le moment. Je vous rappelle qu'on a un parc écologique qui devrait nous être livré en 2017, normalement, sans que nous ayons payé un sou, c'était ça l'accord. Les Noé du logement et du tertiaire. Et puis sur la ZAC des Coteaux, beaucoup de logements autour du parc des sports et des commerces, avec là aussi, dans la lisière et la ZAC des Portes, quelques activités. On va passer, si vous le voulez bien, voilà, au premier plan. Vous avez une répartition sur les Noé des projets que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que vous voyez qu'à côté de l'écoquartier, d'autres opérations de logement devraient venir, mais que comme nous l'avons souhaité, il y a à la fois des opérations de service public, du type de la rénovation de la gare ou de la construction du théâtre, pour créer de l'animation, de l'activité, de la structuration de ce quartier. Il y a également des activités privées, il y a un pôle tertiaire qu'on verra passer, je crois, en diapo, et dont on pourra dire un mot. Et puis, il y a également quelques éléments comment dire, de constructions individuelles dont on va vous passer un mot. Mais donc, tout ça pour insister, l'idée, c'est bien évidemment, comme toute ville, de faire en sorte que le quartier de la gare soit un quartier vivant et qu'on ne soit pas à 1,5 km de la moindre activité quand on est à la gare. Que la gare soit incorporée, qu'on n'ait pas l'impression qu'on est comme au 19e siècle, quand les maires n'ont pas voulu que les gares soient dans les villes, et Orléans-les-Aubrais, Tours, je ne sais plus, Saint-Pierre-des-Comptes, enfin toutes ces villes un peu bizarres où la gare n'est pas associée à la vie d'une ville. La gare, quand on en a une, il faut en profiter. C'est un point d'appui de l'activité et de l'attractivité. On va passer donc au premier que vous connaissez bien, c'est les 98 logements écologiques sur 2 années, faits en 2 tranches sur le quartier, sur l'écoquartier, avec Philippe Madec. Pour ceux qui ont des doutes sur la qualité de ce logement, je vous conseille de vous renvoyer aux travaux de Philippe Madec qu'on trouve sur Internet, qui sont quand même très intéressants et qui peuvent peut-être éclairer les uns et les autres. À l'intérieur, je le rappelle pour tout le monde, une maison d'hôtes, un maraîchage biologique et l'espoir difficile à financer, vous le savez, d'une crèche, puisque pour le moment est en train évidemment de se focaliser, pour ce qui est des crédits de l'agglomération, elle est en train de se focaliser sur le beau travail de Claude Couillard, qu'il est venu nous présenter, qui est la crèche qui est située route de Maigremont, au croisement de la chaussée du Vexin nord et de la rue de Maigremont, et qui est un bel endroit assez... Deuxième chose, toujours on passe, voilà 3 bâtiments qui sont normalement en U autour de la gare. Ces bâtiments sont normalement des bâtiments tertiaires, c'est-à-dire qu'ils procurent de l'emploi. Le but est qu'ils en procurent à des Relais-Valois. Il y a un certain nombre de contacts. Comment fait-on? L'opération n'est pas financée par nous. La caractéristique principale par rapport au mandat que vous avez connu, c'est que beaucoup d'opérations ne sont pas financées par nous. Pourquoi ne le sont-elles pas? Tout bêtement parce que l'ANRU a cessé, comme vous en êtes aperçu, mais que peut-être un ANRU va arriver. Donc, actuellement, on essaye de ne pas programmer sur les 6 années qui viennent des opérations qui seraient purement villes et qui viendraient ensuite concurrencer des opérations qui seraient des opérations ANRU, parce que nous n'aurions plus les moyens d'avoir 2 politiques. Il se trouve qu'avant, c'était plus facile, puisque l'ANRU arrivait en premier. Donc ensuite, on disait, il faut bien en tenir compte, et on a appliqué notre budget à l'ANRU.
Aujourd'hui, on est un peu dans la nature, on attend qu'un PNRU 2 arrive. Donc le danger, ce serait de dire on fait ça, 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 et de se retrouver dans l'incapacité, comme l'ont été beaucoup de villes, de financer notre part d'ANRU. Si on n'amorce pas, vous le savez, on n'a pas le reste. Donc on fait beaucoup appel aux autres. Ces 3 immeubles tertiaires, c'est la promesse d'une part d'un potentiel fiscal, mais également d'emploi, et puis aussi d'une zone autour de la gare qui serait plus active. On s'appuie beaucoup sur des gens qui nous aident bien, qui sont notamment Nicolas Lizard et Heure Expansion, qui sont des gens très bien. Pour ne pas vous cacher, je parlais comme Bernard Leroy, qui parle par énigme souvent. On a un prospect qu'on va voir le 17 à 15h. C'est vendre la ville. On l'a fait avec Sanofi, on l'a fait avec d'autres. C'est vendre la ville et essayer de faire en sorte que les gens disent « Oui, c'est là où j'ai envie d'aller ». Voilà. Maintenant, vous savez tous comment ça se passe. C'est le 14 novembre. On continue avec donc la première pierre de la gare, je vous l'ai dit. C'est sûr que pour le moment, les travaux qui sont faits par les parkings sont embêtants. J'ai demandé qu'on mette 2 petits abris. Alors, j'ai reçu un mot en me disant il se pourrait que ce soit plutôt fait lundi-mardi que ça n'a été fait lundi-mardi. Donc, il y en a un qui est un lundi-mardi qui est au futur, c'est les 2 jours qui viennent. Et il y a un lundi-mardi qui était au passé, ça devait être fait lundi-mardi dernier. Mais Pierre-Antoine Auriat est un remarquable directeur des services techniques, donc il sera épargné. Et donc, le but, c'est quand on voit qu'on a détruit rapidement les abribus et que les gens attendent sous la pluie, on se dit novembre-décembre vont être plus froids que septembre-octobre, et donc de mettre des abris. Peut-être qu'il faut en mettre 3, peut-être qu'il faut en mettre 2, mais en tout cas, on ne peut pas laisser les gens comme ça, même si ce n'est pas notre compétence, c'est quand même des gens qui sont chez nous ou des Relivallois, et donc il faut les abriter et créer à côté des petits totems qui ont été mis des abris pour que les gens ne soient pas sous la pluie. Hein. C'est pas normal et c'est pas possible. Alors, une bonne nouvelle, c'est la construction de la pharmacie Mannheim. Nouvelle compliquée, parce que certains, évidemment, vous savez, petit ours brun, il a 2 attitudes chez Okapi. Soit il regarde derrière en pleurant, soit il regarde devant en riant. Moi, je suis plutôt regardé devant en riant, puis il y a ceux qui regardent derrière en pleurant. Et on m'a donc dit immédiatement, mais que va devenir la pharmacie Mannheim de la place aux Jeunes? Eh bien, comme beaucoup de commerces sont devenus, d'en faire une espèce de forum et d'agora du service parapublic. Moi, j'ai convaincu l'Éducation nationale de venir à cet endroit. Certains le savent. L'ASI, on l'a mis à cet endroit. L'épicerie sociale est à cet endroit. La piscine a été rénovée. La médiathèque a été refaite. Le poste de police va se faire. Bon, c'est bien aussi qu'il y ait un forum parapublic ou de service public qui est là. Et je pense que M. Mannheim, à un moment, il faut aussi se dire les choses. Une pharmacie qui est sur la dalle, elle n'est pas vivable. Et donc, c'est un commerçant, c'est une activité économique, c'est une activité de santé, mais une activité économique. Il faut quand même lui donner les moyens de s'en sortir. J'ajoute également que ça fait partie de cette reconquête. Alors, ce qui est assez sympathique, on en dira un mot, vous étiez plusieurs à y être, ces gens qui ont fait ça reviennent, c'est un peu une reconquête de la route des Falaises, comme Ghislain de la Rosière qui l'avait fait, le petit jeune homme qui est sur l'îlot 14, qui est celui qui avait dessiné la route des Falaises nouvelle, l'avait conseillé, c'est-à-dire qu'une rue, elle est bordée de choses où on s'aperçoit qu'on traverse une ville. Voilà, on continue, c'est la délibération que vous allez avoir. Un tout petit mot, vous avez probablement suivi les épisodes des aventures du futsal dans la commune voisine, dont le nom commence par un loup et finit par un vier. Et donc, vous savez que dans des conditions assez rocambolesques, quelque chose qui faisait partie de la maquette en rue et qui avait été choisi par la précédente majorité a été annulé par l'actuelle. Je ne sais pas dans quelles conditions juridiques, mais elle a été, ce qui fait que la demande de futsal ou de sport en salle existe. Il se trouve que nous avons souhaité que, dédié au sport ou à la culture, à côté de la gare, on ne puisse ne pas trouver que des logements. Parce qu'il faut, dans toute ville, qu'il y ait des activités. Et donc là, il y a un projet qui arrive, on le regarde, il serait financé, ils achèteraient le terrain. On voit que c'est des internationaux de football qui évoluent dans le championnat de Ligue 1 français, qui sont des internationaux plutôt étrangers, qui viendraient faire ça. Donc on voit bien que c'est une espèce de petite cagnotte tontine que tout le monde met ensemble. Chacun met 50 000 euros, 100 000 euros, et ils font ça à une dizaine ou à une vingtaine. Bon, donc il faut regarder ça de manière très sérieuse. Là, on a une demande qui a été faite auprès de Charlie Roy, d'achat de terrain. Donc vous allez voter une délibération, mais vous allez le faire les yeux ouverts. On a déjà pris la grosse voix pour dire qu'il n'était pas question que ce soit du bardage. Et parfois, ce genre de réponse peut être rassurante. Vous voyez dans la fenêtre en haut à droite qu'après qu'on ait eu le truc que tente toute personne qui vient un jour à Val-de-Reuil, je vais leur faire un hangar avec un toit à double pente, je vais leur mettre du bardage et des portes paniques. Puis s'ils s'en aperçoivent pas, c'est qu'ils ont la vue basse, c'est tant mieux, on s'en sortira. Bon, parfois, vous savez, quand on gronde un peu, ça se passe pas bien.
Là, le gars revient avec un dessin convenable. Voilà. Donc, c'est plutôt, pardon Oui, oui, et un bon architecte. Ah, bon, tant mieux. Et voilà, ça, c'est plutôt un gage de sérieux. Il faut maintenant que ça fonctionne. À côté de ça, 60 logements, 60 lots à bâtir. Il faut garder tous les relais valois. Il faut un parcours résidentiel. On commence dans un logement social. On va ensuite dans un logement dit libre. C'est comme l'école libre. J'ai toujours dit qu'elle était plus chère que le logement social. Et l'école libre plus chère que l'école publique est gratuite, elle. Et enfin, pas toujours, mais gratuite dans son esprit. Il faut acheter des fournitures de temps en temps. Ouais. Et donc, il faut pouvoir continuer en ayant des lots à bâtir. On va pouvoir commencer la commercialisation quand, M. Barbe? Début d'année prochaine. Là, on a les fouilles. Voilà. Donc, on a les fouilles archéologiques, avec des gens qui sont, je dois dire là aussi, très gentils, très coopératifs. Hein. Le temps où les fouilles bloquaient un projet pour 3 ans, c'est un peu fini. Et donc, c'est une bonne chose, menée par EAD. On continue le théâtre, mais ça, vous le connaissez, il est en train de se monter. C'est l'architecte du musée Picasso qui le fait. C'est un garçon qui, je dois dire, fait ça avec beaucoup d'humilité. Quand je le vois, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que l'équipe, là, vous êtes plutôt, vous entendez bien avec lui. On a vu des gens qui arrivaient ici et qui descendaient avec une grande cape dans une voiture décapotable. Ça, c'était au tout début du premier mandat que j'ai pu faire. L'architecte conseil de l'ANRU, qui s'appelle M. Sarfati. Canne à pommeau d'argent, cap et voiture de sport. Voilà, exactement. Là, on est dans un genre plus simple et c'est tant mieux. On continue. 30 lots à bâtir également. Vous pouvez nous en dire un mot, Monsieur Barbe? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était un lotissement, c'était purement privé. Là, c'est la chaînée, c'est une opération portée par la ville avec l'aménagement confié à EAD. C'est le terrain qui est de l'autre côté de la voie des falaises, entre les Tétros de France et la route des falaises. Monsieur Barbe dit aimablement que j'ai confondu le slide d'avant et celui-ci. Et il le dit avec une vitesse. Il y a des gens qui l'ont même pas senti. Hein, vraiment. Voilà. Et donc le premier, c'était l'opération totalement privée, monsieur le maire, qui était juste sous l'écoquartier. Enfin, le gars qui arrive à voir que dans le carré jaune, il y a écrit les Tréteaux de France, à part l'honorable correspondante de Paris-Normandie qui est dessus, et qui est donc aidé, mais ça c'est la priorité qui est donnée à la presse, et à David Fontaine, qui n'est jamais loin de la presse, c'est un homme de communication. Monsieur Offray en profite. Nous avons maintes fois libéré. Vous pensez que je tarde un peu là? Non, pas du tout, monsieur. Non. Allez. Donc ça c'est donc la partie est de la ville. Vraiment, c'est quelque chose qui est assez cohérent. Vous savez qu'on souhaitait faire cette partie est beaucoup, et faire en sorte que la gare soit intégrée à la ville. Et puis là, on arrive à la partie plutôt ouest. Et donc, on va continuer, parce que là, je vois à peine. Alors, je regarde mes petits papiers. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. 2 longues réunions hier avec le groupe Carrefour et le groupe Imochan. Chacun associé à un bon architecte, chacun associé à un promoteur, qui sont tous les deux venus avec des projets sérieux sur l'îlot 14. Et manifestement, l'intention de faire. Alors, j'étais pas seul, parce que je ne souhaite pas être seul. J'avais la chance d'avoir Catherine Duvalet et Fadila Benamara. Fadila Benamara, parce qu'elle est chargée du renouvellement urbain. Catherine, parce qu'elle est la première adjointe. Et ça a été vraiment une réunion de travail importante, pardon? Et du commerce. Et du commerce. Bon, si vous pouvez, Madame Bataille, mettre le titre exact de Madame Benamara. À chaque fois, vous faites appel de... Voilà, vous dites et du commerce et du machin et tout. Et donc, vraiment des choses très positives. C'est-à-dire des gens qui avaient beaucoup travaillé. Ceux qui n'avaient pas assez travaillé, on les a un peu morinés. Ils nous disent, venez nous voir dans une semaine, je crois. On aura fait des efforts. Et ceux qui avaient bien travaillé, on leur a dit qu'ils avaient bien travaillé. Voilà. Donc, une équipe qui est centrée sur Imochan, donc l'enseigne commerciale qui existe déjà à Val-de-Reuil, dont on pensera ce qu'on pensera, mais comme on est en Internet et en public, on n'en dira pas un mot. Et une autre qui est centrée autour de Carrefour. On n'en dira pas un mot non plus, si ce n'est qu'elle a un peu moins bien travaillé. Donc, voilà, il y a 2 équipes, toutes les 2 intéressantes. Voilà. C'est un beau projet. Voilà. Hier, on a juste eu un petit problème, c'est qu'on a voté, vous savez, à la case l'équilibre de Zac-des-Coteaux. Et je crois que moins une voix, nous avons évidemment tous refusé de payer 500 000 €. Je rappelle que ces terrains ont été donnés à la case en 1999 pour 16 millions de francs, ce qui fait 2 200 000. Si on paye 500 000, ça veut dire que déjà on les a donnés à pas cher, mais 2 200 000 moins 500, on aurait donné pour 1,7 million. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que notre autonomie économique pour 1,7 million, c'est rien. Je veux dire, c'est 5% de notre budget. Donc voilà, donc on a refusé bien évidemment.
de voter l'équilibre de la ZAC qui se ferait des coteaux avec évidemment une contrepartie de la ville. Moi, je pense que ce projet-là, il est structurant pour la case, il est structurant pour les riz, il est structurant pour Pose, il est structurant pour le Vaudreuil, il est structurant pour l'activité, il est structurant pour les entreprises qui ont évidemment plus envie de venir. Et donc, je trouve que ça participe d'un esprit intercommunal et d'un esprit d'agglomération. Et je pense que la charge foncière pourrait être, d'abord, on a trois, sur ce sujet, pardon, je le dis parce qu'on a voté contre hier, on a trois raisons de voter contre. La première, c'est ce que je viens de dire, c'est quand même une opération d'agglomération. Par exemple, ce serait une commune qui le porte seul, on le fait déjà pour la gare, pour des tas de choses, ça fait souvent le cas. La deuxième chose, l'idée même qu'une ZAC doit être équilibrée, c'est complètement idiot. Une ZAC, c'est un moyen d'attirer de l'impôt, de l'activité et de l'emploi. Elle n'est pas équilibrée, puisque c'est la puissance publique qui met du déficit express, elle seule peut le faire, pour attirer les gens qui ensuite vont apporter de l'argent. Si elle dit « je vais être remboursé à l'euro près », à ce moment-là, vous appelez Dupont-Durand dans la rue, et vous dites « est-ce que tu as 500 000 euros, un promoteur ?» Puis il vous fait le truc. Et puis la troisième chose, c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Il se trouve que par les opérations du Saint-Esprit, qui sont celles de la case, qui est souvent en communication avec le Saint-Esprit, la somme qu'on nous demande pour payer l'îlot 14 est pile poil celle qui est nécessaire pour équilibrer la ZAC. C'est des mystères, c'est une coïncidence. Mais disons qu'elle est gênante. On a l'impression que s'il fallait 1 million pour équilibrer la ZAC, ça nous aurait coûté 1 million. Là, il faut 500 000, ça nous coûte 500 000. Et les études qu'on a faites montrent que le terrain vaut 283 000 ou quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais toujours est-il qu'on a un beau projet. Vous avez donc en haut le projet de Jacques Ferrier, qui est l'architecte du pavillon de la France à Shanghai, qui est l'architecte qui fait le siège de la Créa, qui est un bon architecte, là aussi, qui a fait le centre Tabarly, je crois que c'est une de ses premières œuvres, qui fait beaucoup de choses, et qui vraiment a mis beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de contemporanéité, beaucoup de 21e siècle. Une ville contemporaine, il faut mieux qu'elle soit du 21e siècle. Et puis en dessous, vous avez un projet qui est celui d'un bon groupe également, qui s'appelle Arte Charpentier. Arte Charpentier, donc, Arte Charpentier, c'est donc les images du bas. Arte Charpentier, c'est l'opéra de Shanghai, là aussi. Donc, tous ces gens-là travaillent en Chine souvent, ils font le travail en France. Avec à chaque fois les deux payeurs, c'est l'enseigne commerciale et c'est le promoteur immobilier. C'est pas la ville. Donc, évidemment, le tout, c'est de savoir qui commandera l'architecte. Est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est les payeurs? Souvent, c'est les payeurs. Et avec, dans une des équipes, le petit jeune homme donc, qui a fait la route des falaises, qui s'appelle Ghislain de la Rosière, voilà, avec lequel on a eu du mal, mais qui s'était fait. En entrée de ville, vous savez qu'il y a l'immeuble Signal, qui est fait par la Siloge, 8 cases commerciales, je crois, qui sont en train de se vendre. Au-dessus des appartements, ce à quoi je suis tout à fait sensible, des parkings en silo ou en souterrain, ce qui veut dire qu'évidemment, ça évite au stationnement en souterrain, me dit M. Barbe. Ce qui évite évidemment qu'il y ait du stationnement, hein, c'est plutôt mieux, ou que plus exactement ceux qu'il n'y ait pas de conflit d'usage entre le stationnement résidentiel et le stationnement des commerces, ce qui est quand même une bonne chose. Bon, tout ça, ça se fait plus vite en ce moment. Là aussi, un permis de construire qui a été donné, là il est clair, hein, il s'agit d'attirer ceux qui travaillent chez Sanofi ou chez Fareva, etc. C'est les 60 villas qui sont en train d'être construites, puisque les choses sont en train de se faire, à gauche de Valois Espace Vert, c'est-à-dire à droite du Vaudreuil, à gauche de Valois Espace Vert. Et donc, ce sont, à mon avis, des maisons dont on a besoin. Vous savez que toutes celles qui, dans cette partie de Val-de-Reuil, sur ce type, puisque, on ne va pas se le cacher, là, le logement, il est peu social. Quand il est locatif libre, et ce sont des projets de propriété. On sait que c'est très vite demandé. Voilà. On sait que c'est plus compliqué de trouver un promoteur qui fait un petit collectif en centre-ville, dans le germe de ville, ça, on aura du mal. Et qu'en revanche, quand on dit voilà du foncier, on fait là, c'est plus facile. Hein. On l'a vu à la chaînée 1, à la chaînée 2, à la chaînée 3. Alors, M. Barre me dit qu'il surveille ce sujet comme le lait sur le feu. Je vois que ça avance. J'en félicite tous ceux qui y travaillent. On ne va pas revenir sur ce qui est esthétique ou pas esthétique. Après, vous avez également une chose qui est importante, c'est que vous savez qu'il nous manquait un accueil refait à la piscine, qui fait partie de l'ANRU. Donc il a fait. Vous savez qu'il y a une petite jeune femme qui est une architecte de talent, qu'on fait travailler. Alors, ce qui est très injuste, c'est, là aussi, si ce n'était pas public, enfin bref, on l'utilise souvent pour compléter des choses qu'on n'a pas finies ou qui n'ont pas été faites.
Donc c'est quelqu'un qui nous dit quand est-ce que vous me donnerez quelque chose à faire. Et c'est la personne qui a fait bien le CCAS, c'est la personne qui a fait bien le CMPP, c'est la personne qui a fait plutôt bien le commissariat de police. Elle a fait aussi autre chose, c'est la première chose sur laquelle on l'a prise, je ne sais plus sur quoi. Et voilà, et puis elle fait ça, et elle fait ça bien, c'est pas mal. Sur le rond-point des Clouets, c'est le point d'après. Vous avez évidemment un restaurant qui se fait, qui est au bureau, qui est en train d'être construit. Vous savez que ce sont des initiatives privées. Il y en a 2 qui se construisent normalement sur le terrain de tennis du Mercure, qui sont des restaurants, un restaurant japoniso-coréano-chinois. Je ne sais pas si c'est Petit Wok lui-même. Ça devait l'être, mais ça ne l'est pas. Voilà, moi je crois que c'est plutôt une bonne chose qu'on augmente cette offre-là. Et on finit par le Carrefour des Sablons. Le Carrefour des Sablons, c'est bien, c'est simple. C'est exactement la même chose que le Carrefour de la Place des Droits de l'Homme entre la chaussée du Parc et la route de Louviers. C'est la sécurisation et la diminution de la vitesse dans cette partie de la ville par la création d'un terre-plein central sur lequel on met une œuvre de Zimmermann, parce que tant qu'à faire autant être fidèle à des gens qui sont l'ADN de la ville un peu. Il a fait la Marianne, il a fait la Fontaine des Droits de l'Homme, il a fait un certain nombre de choses, il a présenté les travaux de ses élèves il n'y a pas très longtemps à la médiathèque. De lui confier cet arbre de la paix, même s'il est rouge, ça me semble une bonne chose. C'est surtout la nécessité pour nous de commencer des amorces de pistes cyclables et des amorces de trottoirs qui nous obligent à les suivre et qui obligent aussi nos amis de la case à les raccorder. Or, on sait qu'il y a une piste cyclable qui court déjà sur la route des Sablons, et donc il suffira maintenant que cette piste cyclable traverse la chaussée de la Voie Blanche et puisse rejoindre cette partie de la route. Je cite pour mémoire qu'il y a un certain nombre de choses qui se font également, mais vous le savez, au parc d'activités, c'est la construction, il y a pas mal de permis de construire industriels. Il y a également une augmentation de la taille de YPAC, qui est l'entreprise qui est à côté, face à la rue Courtine, à côté de la Poste, en face de la Poste. Vous savez également que nous avons accepté, c'est une affaire privée, on a souvent dit que c'était la mairie qui la construisait. Ça fait sourire quand on regarde la réalité des choses. Un terrain pour une communauté, ça ne cachera pas que c'est une communauté puisqu'elle se présente comme telle, mais comme c'est une affaire privée, on a le droit d'être communauté quand on est dans une affaire privée, qui est un lieu de culte. Voilà. Je signale bien évidemment que, parce qu'il y a souvent des questions là-dessus, qu'il est clair qu'aucune des entrées de ce lieu de culte ne se fera ailleurs que sur la route des Sablons. Ça me paraît assez évident. Et que, puisqu'on a sécurisé pas mal de sorties d'école, vous avez vu qu'un des bilans plutôt favorable de la commune, c'est d'avoir sécurisé beaucoup d'entrées d'école, d'avoir remis les entrées d'école sur un seul endroit, sauf il y a une école qui ne joue pas le jeu. C'est pas pour nous-mêmes remettre en question ce qu'on a fait. Voilà un certain nombre de choses qui sont ce qui va nous occuper pendant les 3 années qui viennent, ce qui va changer notre paysage. Je le répète, majoritairement, ces projets ne sont pas des projets qui font appel à de l'argent public. L'argent public, on le garde soit pour finir ce qu'on a commencé, et parce qu'il faut être cohérent, soit on le met de côté pour lorsque, l'ANRU existera, s'il existe un jour. Je vois qu'on ne se hâte pas de le faire. Eh bien, nous ne soyons pas dépourvus lorsque la bise fut venue. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir oublié d'autres choses. Il y a bien évidemment l'implantation d'activités supplémentaires, mais vous le savez, au foyer des 4 Soleils. Vous avez tous été invités, je crois, à l'inauguration des orthophonistes qui travaillent ensemble. Vas-y, Catherine. Non, je disais c'est cette semaine. C'est cette semaine, mais est-ce que tu as la date par hasard pour qu'on la donne à nos amis qui l'auraient oublié? Ce serait bien. Vous savez également que Montveto, il y a un vétérinaire de plus qui vient sur la ville. Tout ça, ce sont plutôt des bonnes choses et des choses qui vont dans le bon sens. Voilà. Je te prends en flagrant délit de ne pas avoir noté sur ton petit carnet. Il y a écrit ne pas oublier de mettre 8 à l'élève que je n'aime pas. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Voilà. Je ne veux pas les oublier parce qu'elles m'avaient été posées lors du dernier conseil. Vous avez oublié, donc il faut les traiter maintenant si vous voulez bien. Les problèmes de voirie, problèmes avec le bailleur de la rue Picsou. Le patrimoine de la rue Picsou nécessite, c'est vrai, une rénovation de ses façades et ses extérieurs. On ne peut pas dire que rien n'a été fait puisqu'il y a eu un diagnostic, que les travaux sont malheureusement plus onéreux que prévu initialement. Et donc, ce diagnostic a permis une analyse fine des pathologies de ces façades, de ces immeubles, de ces maisons et les solutions apportées.
Le problème, c'est que vous le savez, en couleur, en suivi de ligne de façade, c'est un quartier qui est très compliqué. Il n'y a pas une maison qui a la même forme et à la même taille. Donc la complexité, me dit-on, des linéaires de façade, la diversité des matériaux qui la composent, la présence, ça c'est la ville des années 70, d'amiante, ne rend pas les choses plus faciles. L'amiante étant de l'amiante confinée, le diagnostic le dit, mais vous savez que l'amiante n'est plus confinée à partir du moment où on fait des travaux, y compris, vous le savez, dans certains de nos centres scolaires où il y a très peu d'amiante, il y a de la colle d'amiante, mais même enlever des plaques nécessite une opération. Donc, une opération va être faite sur 51 logements, M. Gébert, qui sont répartis en 9 îlots, remplacement des clins, réaménagement des bardages, des façades, remplacement des descentes d'eau pluviale, des chéneaux abîmés, amélioration de l'isolation. La déclaration préalable de travaux a été déposée par Habitat, qui n'est pas le bailleur qui s'en sort le mieux sur la ville, au service urbanisme de la ville. Elle l'a fait quand? Le 13 août 2014. L'accord a été donné de la ville au bailleur le 29 août. Les premiers matériaux sont aux commandes. Des travaux de reprise, des clins ou des renforts structurels ne peuvent être effectués qu'à partir des périodes favorables. C'est-à-dire que, malheureusement, si on commence à enlever des bouts de toit ou des bouts de façade, mieux vaut que ceux qui sont derrière n'aient pas un appartement qui fait moins 10 degrés. Et donc, un certain nombre de travaux sur ces îlots pourront être faits uniquement à partir de mars 2015. Il y a des travaux qui vont être faits là à partir de décembre 2014, mais des travaux ne pourront être faits qu'à partir du printemps 2015. La durée globale du chantier est estimée à 10 mois, à côté de l'ordre de service qui, comme je vous le disais, M. Gébert, interviendra en novembre pour les premiers travaux de décembre. Voilà, la partie la plus abîmée de la rue Picsou sera traitée en même temps que la voie de l'épargne. Elle était 2015. Et M. Aurière m'a dit que c'est un programme qui fait chaussée, trottoir et arbres. C'est-à-dire qu'on essaye, comme on a essayé de le faire avec un peu de cohérence, d'attendre que Habitat ait complètement flingué les trottoirs et les chaussées pour les refaire, plutôt que de les refaire avant, et qu'on constate que la grue, le bulldozer, le machin, c'est ça, M. Aurière, qu'il faut faire. Je vous remercie. Et là, il y a un problème, c'est ceux qui ont acheté leur maison, puisque c'est le problème, moi je vais toujours signaler. J'ai toujours demandé à Patrice Caumont d'envoyer une lettre très ferme dans ces cas-là au bailleur. Évidemment, quand on achète sa maison, on ne fait plus partie du programme du bailleur social. Et soit le bailleur propose de s'associer au même tarif, ce qui est déjà pas mal, parce que parfois il ne propose pas, mais même quand il propose de s'associer au même tarif, les moyens des bailleurs ne sont pas les moyens des individus. Et on l'a vu, je ne voudrais pas prendre un exemple, mais dans votre rue, où malheureusement, et notamment dans la partie droite, plus que dans la partie gauche, la partie droite, quand on a le dos à King Kong, on a beaucoup de gens qui ont acheté leur maison et qui du coup participent pas, ce qui fait que l'entreprise de rénovation globale du quartier, elle est moins évidente du coup, puisqu'il y a des îlots qui posent problème. Sur la caméra de surveillance qui doit être, je vois là que c'est un élu de proximité qui parle sur la voie de l'Équerre. La caméra est prévue dans la tranche 3 du plan de vidéoprotection. Les travaux sont programmés pour novembre prochain, pour une livraison en février 2015. Donc c'est la troisième tranche, elle a été largement subventionnée, je le rappellerai. Elle comporte 12 caméras, ce qui devrait porter le total des caméras à 30-35, j'imagine. Total, c'est cela. Elle coûte 182 000 € hors taxe, 220 000 € toute taxe. Le coût de l'installation d'une caméra est compris entre 10 000 et 15 000 € en fonction des linéaires d'accordement. Voilà, donc elle sera mise en février. La circulation, bon, on a un problème avec Europa Fitness, qu'on n'a pas caché, puisque c'est des gens qui n'habitent pas la ville ou qui ne sont pas des habitants de proximité, qui considèrent que les sens interdits ne servent à rien, puisqu'ils veulent sculpter leur corps, mais ils veulent aussi préserver leur voiture. Alors, de nombreuses patrouilles de police municipale, on me donne le chiffre, relayées par la police nationale, exercent des surveillances, et il est vrai que ça pose des problèmes. On me dit que certains se trompent, ça c'est gentil, quand ils sortent de la boulangerie ou du tabac, faut pas non plus, ils se trompent. Enfin, je veux dire, moi aussi, je peux me tromper dans ces cas-là. Si vous voulez, je vois un truc rouge avec une barre blanche, je me dis tiens, je sais pas ce que c'est, j'y vais. Donc, on va intensifier les contrôles. Il y a un travail qui est en cours avec les services techniques et la police municipale pour améliorer la signalisation, qui est un travail qui, me dit-on, unit M. Boutier, qui est le nouveau responsable du poste de police, et M. Aurière, qui est le déjà ancien responsable des services techniques, le directeur. Pardon ? Bon, mêlez-vous de ça alors à ce moment-là, Bernard. Ah bon, d'accord. Bon, troisième question, le futur centre commercial, je crois que j'ai répondu. Date de début des travaux, type de commerce. Le deuxième tour du dialogue compétitif a eu lieu là hier. Non, c'est le deuxième tour ou le troisième tour là ? C'est le deuxième tour. Il y a un troisième tour là qui semble arriver très vite puisque des dates ont déjà été prises. Le dépôt du permis de construire serait pour le premier trimestre 2015. L'instruction du permis, délai réglementaire, c'est 6 mois. On nous dit que c'est plus puisque c'est une opération d'aménagement concerté de bureaux, de logements, de circulation, d'aménagement de places, de centres commerciaux. C'est quand même assez compliqué. On pense davantage à un an. Les travaux, c'est 24 mois.
Tout ça, c'est un vaste complot pour que mon 4e mandat soit triomphal. Et donc, ça amènera, ne t'inquiète pas, ça amènera quelque chose qui sera fait en 2017-2018, en 2017. Surtout, alors, est-ce qu'on aura des recours, pas de recours? Lancement des travaux, on me dit 4e trimestre 2015, on me dit fin des travaux début 2017. Moi, je remplacerai volontiers début par fin, au nom du principe d'inertie qui fait que ces trucs-là sont quand même difficiles à maîtriser. Ramassage des collecteurs de recyclage, 4e question de M. Gébert. On me fait répondre la réponse qui a été celle des services, donc je la lis. Les containers de collecte de verre et de papier sont ramassés tous les lundis par Veolia, qu'ils soient pleins ou non. Pour les déchets recyclables des particuliers, sacs jaunes et les déchets ménagers, le ramassage s'effectue tous les mercredis par camion bicompartimenté. En ce qui concerne les déchets verts, l'enlèvement a lieu le vendredi. Tout ça, c'est la théorie, hein, parce que en fonction des problèmes concrets, pas toujours sur les déchets verts dans tous les quartiers de la ville. Il y a des gens qui en mettent plus. Et vous savez que sur les déchets verts, il y a le problème des sacs qui ne sont pas assez nombreux. Alors, de gens qui devraient aller à la déchetterie et pas parce qu'ils ont plus d'herbe que ce que. Mais voilà, vous le savez. Pardon ? Oui. Mais alors, voilà, on m'indiquait que vous aviez dit ça, et donc ce que demandent les services techniques, c'est que vous puissiez préciser les lieux pour vous où vous avez observé cela. On a observé aussi, nous, plein, hein, et qu'on puisse faire une lettre à la case, qui soit une lettre à cheval, disant, voilà. Ah, mais, oui. Ou le côté décharge sauvage. Moi, je pense notamment à 2-3 points autour de la prête-antenne qui sont toujours, je sais pas, il y a une réserve, il y a une réserve infinie de vieux canapés, vous voyez de bas. Il y a une réserve infinie de vieux canapés dans la ville qu'on retrouve à côté de ces points. Donc, on va faire ça, Monsieur Gébert. Voilà, j'espère avoir répondu du plus que je pouvais à vos questions. Oui. Monsieur Cancalon, vous parlez pour le public. Mardi matin, c'est le diagnostic en marchand, c'est dans votre quartier. Mardi matin. Oui, 4 novembre. Oui. C'est le diagnostic en marchand, nous passons 2 fois par an dans chaque quartier. Oui. Et mardi matin, 4 novembre, c'est chez vous. C'était pas prévu, hein, c'était programmé depuis 3 mois. Hein. Mais il se trouve que vous avez lu dans la dépêche que M. Gébert fait lui-même des diagnostics en marchand. Comme vous êtes détenteur de l'expression diagnostic en marchand, vous êtes vexé, M. Cancalon, et du coup vous avez dit j'en fais le 4 novembre avec M. Gébert. Prévu depuis longtemps. Là c'est encore Mme Bataille qui m'écrit. Elle me dit que le PV du 25 juin 2014 a été envoyé avec la convocation, qu'en revanche les procès-verbaux de la séance du 23 mai et du 29 septembre sont sur la table ce soir et qui ne peuvent pas être approuvés maintenant puisque vous ne pouvez pas les lire. Pardon, 23 mai. 23 mai simplement. Fait dire des petites bêtises. C'est M. Barbe qui fait des petites bêtises. Sûr que Mme Bataille a fait un truc super chiadé au point, etc. Donc, vous les avez. Ils sont ici. C'est l'Asinus qui est là et une photo des enfants, justement, le 8 mai dernier. Et puis, je crois que l'exemplaire du 29 septembre sera un exemplaire avec une photo assez belle de notre collègue Daniel Moreau distribuant des plans à Villefleury. Voilà. Pardon, du coup, il y en a un que vous avez reçu, vous l'avez donc théoriquement lu. Si vous aviez des corrections qui étaient autres que orthographiques ou syntaxiques, vous les dites maintenant. Si jamais c'est un problème d'accord du participe passé lorsqu'il emploie etc., vous le dites discrètement dans l'oreille à M. Barbe et à Mme Bataille, mais il n'y a jamais de problème de ce côté-là. Donc, non. Je passe aux voix, pardon, pour le faire adopter. On passe aux voix hein, pour un procès-verbal sur appellation. Et on s'abstient sur un procès-verbal ? Ça serait bizarre. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Le compte-rendu de la délégation du maire, vous l'avez eu ? Je m'inspire beaucoup de la technique habile de management des assemblées que mon modèle dans la vie, Bernard Leroy, met en place. Et donc, je vous propose de... Voilà, si vous avez des observations sur ce compte-rendu.
de nous dire ce que vous en pensez. C'est une fois de plus, c'est une liste à l'après-vert. Il y a de l'avenant à 8 000 € pour un truc de géomètre. Il y a un marché de travaux pour la vidéovigilance. Enfin, il y a des tas de choses. Voilà. La dotation de solidarité urbaine. Pardon. Ah, excusez-moi, monsieur Lozé. J'avais en fait des questions concernant le marché de prestations intellectuelles pour l'audit organisationnel des services municipaux. Sachant que je pensais que ce travail avait déjà été effectué par le recrutement d'un chargé de mission fin 2011 par la commune. Est-ce que ce n'est pas une question que vous auriez déjà un peu posée, monsieur Lozé? Oui, il y a 3 conseils municipaux. J'en profite effectivement. Non, c'est la notion de recyclage, oui, portée pas simplement aux déchets, mais à vos questions. Exactement, voilà. Non, mais parce qu'il n'y a pas que cet aspect, donc, qui me paraît quand même important, puisqu'effectivement, on a recruté quelqu'un pour travailler sur le sujet. J'ai assisté à quasiment tous les conseils municipaux du précédent mandat. Il est vrai que vous faisiez partie de la majorité. Il n'y a pas eu de époque, restitution effectivement du travail effectué. Mais vous avez pris le dossier à bras-le-corps et à ce moment-là, vous avez pu faire quelque chose. Je vous demande effectivement des réponses précises. Hein. C'est pas Oui, mais c'est une réponse précise. Miroir, je m'adresse à un élu de la majorité technique, précédente voilà. et je lui dis quelle est la somme de travail qu'il a pu produire. Ouais. Non, mais c'est pas là la question. Puisqu'en plus, il avait une vraie compétence, je lui demande ce qu'il a pu faire. C'est effectivement parce que parfois, il faut mettre les gens face à leur travail. Ce conseiller, effectivement, est intervenu sur quelques dossiers. Quelques dossiers. C'est pas là le débat. Si, ça peut l'être. La question, non. Parce qu'il touchait enfin, il était là. Quoi. La question est sur l'audit, effectivement, des services municipaux. Donc, quid, effectivement, du précédent travail qui avait été mandaté. Oui. Pour lequel la commune, effectivement, a payé un chargé de mission. Oui. Je voulais savoir, effectivement, si les fonctionnaires avaient été informés de cet audit, puisque ça peut, effectivement, interpeller certains des fonctionnaires. Et puis aussi, par rapport à ça, peut-être proposer une commission qui se joigne, effectivement, à cette... Est-ce que vous pourriez raccorder la question à un point précis, si ça ne vous embête pas La question précisément, c'est ce travail a-t-il déjà été effectué ou non? Non, c'est quelqu'un qui a été effectivement recruté pour ça. La question est précise. Ce que je vous demande, c'est juste pour l'organisation de nos travaux, à quel point l'ordre du jour vous raccordez précisément cette question? Je ne comprends pas votre question. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle les questions diverses qu'on dépose avec 48 heures d'avance. Vous voulez que je pose une question? D'accord. Non, mais juste, c'est une manière de travailler, ce qui permet de préparer une réponse et de travailler plus intelligemment. Effectivement, je poserai la question. Non, mais vous pouvez avoir un statut privilégié. Vous pouvez avoir un statut privilégié ou à part, si vous le souhaitez. Et puis, il y avait aussi, effectivement, c'était sur la méthode du choix du cabinet, comment il s'est fait. Je crois qu'il y a eu une commission d'appel d'offres sur le choix du cabinet. Il y a eu, je crois qu'il y a eu une... Comment vous avez fait la publicité? Oui, tout à fait. Tout ça, c'est... Il y a une publicité qui a été organisée, il y a eu un appel d'offres et il a été sélectionné. Je crois que, parce que c'était quelque chose qui ne devait pas simplement être quantitatif mais qualitatif, il y a eu d'abord une très bonne discussion sur les prix. Je remercie ceux qui l'ont fait. Je crois que les prix ont été divisés par 2, d'après ce que j'ai cru comprendre. Pas mal. La deuxième chose que j'avais demandé, c'est aussi que ce ne soit pas le cabinet d'à côté pour qu'un certain nombre de querelles de Gaulois ou de Rolivalois ne rentrent pas là-dedans et que ce soit un travail utile et un travail précis, un travail qui aide les Rolivalois en faisant en sorte que nos services soient mieux organisés, l'argent mieux dépensé. Je vous donne la réponse. Hein. Voilà. Et par ailleurs, nous avons pris la décision, mais peut-être serez-vous d'accord, comme il y a une certaine tension sur les budgets des collectivités locales, pas simplement la nôtre, peut-être qu'il y a moins de tension sur le budget de notre collectivité que sur d'autres, de reporter cette dépense au 2 janvier 2015, c'est ça? Voilà, donc c'est une décision qui a été prise, donc il y a un appel d'offres. J'ai cru comprendre qu'il avait été sélectionné un cabinet qui s'appelle Ernst & Young. Le but est d'avoir le minimum, y compris le maire, y compris l'opposition de droite, de gauche, de n'importe où, le moins d'influence sur ce cabinet pour que le travail qui soit donné soit le plus utile possible. Voilà, c'est vraiment, si on avait pu trouver un cabinet à Pernambouc ou à Vladivostok, on l'aurait choisi. Voilà. Est-ce que cette réponse, que je n'ai pas préparée, puisque cette question diverse n'a pas été posée dans les règles des questions diverses, vous satisfait? J'espère vous donner une bien meilleure réponse quand, maintenant prévenu que vous souhaitez avoir des éclaircissements là-dessus, je pourrais vous les donner. Effectivement, c'est une question sur la forme. Je suis surpris effectivement du choix du cabinet, puisque c'est un cabinet qu'on retrouve effectivement dans le travail de commissaire aux comptes de grands groupes du CAC 40, notamment d'un groupe que vous connaissez bien. Donc voilà, c'était aussi dans la forme, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Par contre, effectivement, dans le fond, effectivement, je veux bien une réponse précise de votre part. Sur la remarque un peu bébête qui vient d'être faite, le cabinet Ernst & Young doit contrôler des dizaines de milliers d'entreprises, pas simplement des grands groupes. Je crois qu'il contrôle des comptabilités.
le grand groupe que Géraldine, n'est-ce pas vous qui avez recruté du coup Ernst & Young? Ernst & Young est un des 2 ou 3 premiers cabinets. Fatalement, à un moment ou à un autre, on a face à nous des gens qui sont contrôlés par lui. Je ne sais pas par qui est contrôlée votre banque. Peut-être a-t-il été contrôlé par Ernst & Young. Par ailleurs, vous le savez, il y a une loi qui oblige les grands groupes à changer de commissaire aux comptes tous les 5 ans. Ce qui fait que fatalement, comme il y en a que 7, si je me rappelle bien, grands groupes, je me rappelle de vieux cours, Madame Loubassou, qui est une plus jeune étudiante que moi, de peu, grâce, me dit oui, fatalement, on tombe sur les mêmes. Donc on les aura tous, puisqu'il y a une loi qui oblige à faire tourner les commissaires aux comptes. Donc vous la connaissez, cette loi, de toute façon, et donc on n'y peut rien. On est obligé. Voilà. Bon. Est-ce qu'on peut passer à la dotation de solidarité? Synchro. Ah là, j'ai fait des progrès. Hein. Tous, on a fait des progrès. C'est Bien. grâce aux questions posées. Donc il s'agit de rendre compte de l'emploi qui a été fait de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, car désormais c'est son nom, depuis d'ailleurs 2 ans, hein, au cours de l'exercice 2013. Donc première observation, on ne rend pas compte de cet emploi sur l'exercice 2014. C'est vrai que c'est un peu éloigné, hein, il s'agit bien de 2013. Donc l'exercice qui a été clos il y a près d'1 an, ce qui s'explique tout simplement par le fait qu'on avait fait le choix de voter le budget après les élections municipales, de sorte que la majorité qui sortirait des urnes puisse effectivement agir dessus. Hein, ceci a eu pour conséquence notamment de reporter un certain nombre de travaux, dont celui-ci. Donc ça, ce sera ma première observation. La seconde, c'est que pour les plus anciens d'entre nous, c'est une sorte de rituel, ça revient tous les ans. Et la tendance est un peu à considérer ce type de délibération comme, en quelque sorte, une habitude administrative ou une procédure purement administrative. Et moi, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu au sens réel de cette dotation de solidarité urbaine, qui est quand même très éloigné du simple rite administratif. Je voudrais simplement vous rappeler, en quelques mots, et je les cite en les prenant directement dans le texte fondateur, quel est l'objet de la DSU. La DSU a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Donc bien évidemment, tout le monde l'aura compris, ça ne s'adresse pas à tout le monde, à toutes les communes. C'est ni plus ni moins un levier de péréquation entre des communes plus à l'aise et d'autres qui le sont moins. Cette dotation de solidarité urbaine, elle est accordée également en fonction d'un indice synthétique un peu complexe, dont je vous ferai grâce, mais qui retient pour l'essentiel les revenus par habitant, le nombre de logements sociaux et le nombre de personnes qui bénéficient d'une aide sociale au logement, plus d'autres considérations, notamment le potentiel fiscal et des choses comme ça. Donc on a bien compris que, loin d'être un privilège, le bénéfice de la DSU constate surtout une situation relativement difficile pour les populations concernées. C'est donc le cas de Val-de-Reuil. Et dans le texte que vous avez eu l'occasion de regarder, vous avez un éclairage sur ce point qui n'est pas nouveau. Hein, quand les revenus moyens par habitant pour les communes de notre strate sont en France de 14 000 € au 43, eh bien à Val-de-Reuil, ils sont de 6 805 €. Donc ça, c'est ma seconde observation. Cette dotation, elle a un sens qui est bien au-delà des considérations administratives ou des considérations concernant purement les finances locales. C'est un instrument pour conduire une politique ou pour aider à la conduite d'une politique. Et ça, ce sera le dernier élément que je me plairai à souligner, si vous le permettez. Moi, quand je prends connaissance, et je ne vous infligerai pas l'inventaire exhaustif des opérations qui étaient éligibles, qui ressortent en quelque sorte, qui justifient de ce type de versement, vous l'avez sous les yeux, vous l'avez eu préalablement, et vous avez constaté comme moi qu'il s'agissait d'un volume global de 6 500 000, j'enlève les petites sommes accessoires, pour un montant de dotation qui, lui, est de 2 127 000. Donc, sur cet ensemble de 6 millions, l'État, par le biais de la DSU, nous aide à hauteur de 32,6%, soit quasiment un tiers. Ce qui signifie que les 2 tiers qui restent,
eh bien, sont très largement supportés par la ville. Il n'y a pas de cachotterie. Vous avez dans le document les niveaux de subventionnement autres que celui qu'on évoque et qui se tiennent dans une fourchette de l'ordre entre 100 000 et 160 000 euros. Donc quasiment peanuts par rapport au volume global. Donc moi, je dis très simplement que je suis très fier de constater les efforts, et ça c'est un propos qui a trait strictement à la politique locale, les efforts qui sont consentis pour faire en sorte que chacun, y compris ceux qui sont le plus en difficulté, trouvent leur place à Val-de-Reuil, une place qui leur permette effectivement d'envisager un avenir un peu plus positif. C'est ce à quoi nous nous employons, et vous en avez l'énoncé sous les yeux. Voilà, moi, pour ma part, ce que j'avais envie de dire sur ce texte. Je n'allais pas vous le lire, vous savez le faire sans moi. Je crois qu'il faut effectivement, de temps en temps, parce qu'on a adopté ça parfois 10 fois, on finit par oublier que derrière ça, il y a du sens en quelque sorte. J'ai connu ça ailleurs, oui, ben voilà, c'est une formalité administrative, on présente, il n'y a même pas besoin de voter, puisque le conseil municipal prend acte. La liste des opérations est longue, elle concerne les délégations de nombreux conseillers municipaux et adjoints présents ici, donc si certains d'entre vous souhaitent apporter un éclairage un peu plus particulier ou mettre en relief telle ou telle opération, je considère que ce sera parfaitement bienvenu. Voilà. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Lozé? Monsieur Coquelet, merci de nous rappeler effectivement l'objectif de cette subvention DSU, contribution pour les communes qui ont des charges élevées. Ce qui est un peu dommage, c'est que on mène des projets qui vont nous rajouter des charges, et je pense notamment à la construction du nouveau théâtre. Pour moi, c'est vraiment un point d'achoppement. Je ne remets pas en cause tout ce qui est fait à côté, mais c'est vrai que la construction de ce nouveau théâtre, effectivement, est en totale contradiction justement avec l'objectif de ce type de subvention. C'est mon avis personnel, et je le répète régulièrement. C'est un point de vue, Monsieur Lozé, ça n'est pas le mien. Je pense que la question qui est posée, c'est comment appartenir à la communauté relivalloise. Il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité, et sans doute que l'un comme l'autre, on en fait partie, pour effectivement faire ce chemin. Et parfois même, le chemin est tellement restreint qu'il n'est pas à faire. Alors que d'autres sont confrontés à de réelles difficultés. Et je pense que l'accès à la culture est une des clés qui permet aussi de trouver sa place dans la communauté. Ça passe notamment par le fait de pouvoir aller au théâtre. C'est ce qui fait que nous, on s'est prononcé, enfin que cette municipalité s'est prononcée pour ce projet il y a déjà bien longtemps, et qu'on est heureux de le poursuivre. Voilà, mais vous avez un point de vue différent, je vous l'accorde totalement. Moi, je considère que la culture et l'accès à la culture, ça fait partie en quelque sorte du minimum vital, du minimum nécessaire pour effectivement assurer une cohésion sociale. Vous voulez la parole, Monsieur Lozé, je vous la donne. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas contre la culture, mais pas de la culture à n'importe quel prix. Et je reviens effectivement à ce coût pharaonique de ce nouveau théâtre qui, moi, me sidère et effectivement m'énerve parce que voilà, je pense que ces sommes auraient pu effectivement servir à des actions plus solidaires et à davantage de personnes, d'habitants de Val-de-Reuil. Voilà, je le répète une nouvelle fois, mais c'est mon avis. Je répéterai aussi, et en vous conseillant de ne pas vous énerver, et de prendre exemple sur le calme olympien qui est le mien en toutes circonstances, vous le savez. Premièrement, ce théâtre a amené énormément d'argent parce qu'il faisait partie de la maquette en rue. Si vous n'avez pas compris que la maquette en rue nous a apporté 100 millions d'euros, et trouver 100 millions d'euros, Monsieur Lozé, et apporter-les à la commune, c'est qu'il y a un problème, puisque vous étiez là, vous avez vu les documents, il est dans la maquette en rue. La maquette en rue, elle est de 100 millions d'euros. Non, mais il n'y a pas... Vous savez, vous connaissez cette phrase qui est... quand on cherchait à faire dire à un... Comment dire, à je ne sais plus qui qu'il était, qu'il faisait la part des débuts de la Révolution et de la réaction thermidorienne, il avait dit, la Révolution, je prends tout, c'est un bloc. L'ANRU, je prends tout, c'est un bloc. Je n'ai pas fait mon marché, je n'ai pas dit je veux pas de théâtre, finalement je voudrais un peu de logements sociaux, vous me ferez une petite rue, c'est un bloc. 100 millions d'euros, il y avait dedans un théâtre qu'on devait refaire.
Je rappelle également que l'obligation de sécurité pour ce théâtre était 2 millions d'euros de travaux pour un théâtre qui n'aurait en rien changé puisqu'on ne pouvait pas l'agrandir, le transformer, etc. Je dis aussi qu'il a été plutôt bien subventionné. Et enfin, j'ajoute 3 éléments. 1, une ville ne peut pas progresser. On en parlait avec Jacques Ferrier, qui est un des 2 architectes. Le caractère contemporain d'une ville, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée il y a 20 ans. Et donc, il faut qu'elle progresse. Un des moyens par lesquels la ville progresse, c'est son bâti, c'est sa construction. Parce que c'est vrai elle compte un peu dans l'histoire de l'urbanisme et de la construction en France, notre ville. La deuxième chose, c'est que si on fait un quartier, il faut y mettre des services publics. Sans ça, on crée un océan pavillonnaire, on l'a vu ailleurs, et il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de vie. On ne sait pas pourquoi, on ne peut pas dire même pas aux gens, tenez, vous tournez au théâtre, vous allez à gauche ensuite, vous allez à droite ensuite. Et puis la troisième chose, comme l'a dit Jean-Jacques, moi je me mets derrière, c'est que c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'animation. Qu'est-ce que c'est qu'un théâtre? C'est une flamme qui est allumée, qui produit de la chaleur, qui produit de la vie, qui bouge, qui change. Je pense que ceux qui sont à votre droite penseront la même chose. Le théâtre, c'est quelque chose d'important. Donc, tant qu'à faire, essayons de le faire vivre, le nôtre. Vous savez, on avait aussi, à un moment, on avait toute une série d'équipements de sport. Et c'est vrai qu'on a décidé de faire un grand stade. Et quand on regarde le nombre de ceux qui y vont, ou le nombre de personnes qui sont adhérentes au club d'athlétisme qui le fait vivre, on pourrait dire 270 pour 16 000 Relis-Valois, quelle folie que de construire ce stade et ensuite de l'entretenir. Tout sujet de ce type peut amener la même critique. Et à un moment, il y a des villes qui restent avec rien, et puis des villes qui ont des grands projets qui les mènent. Moi, je pense que ce quartier avec sa nouvelle gare, ce quartier avec ses nouveaux logements, ce quartier avec ce nouveau théâtre sera un beau quartier. C'est ce que j'espère pour ma ville, pour ceux qui ont envie qu'elle progresse. Voilà. Donc, en effet, on n'est pas d'accord. On passe... Il n'y a pas à voter. Ah bon? Monsieur Amsalem? Juste une petite précision, ça fonctionne. Juste une petite précision, le stade couvert d'athlétisme n'a pas coûté 1 euro à la ville. Il faut le savoir. À part le terrain, la ville n'a engagé aucun euro dans la construction du stade couvert d'athlétisme, contrairement au théâtre. Et ça, il faut le mettre en miroir, et c'est ce qui nous fait, c'est ce qu'a dit Patrick ce soir. Donc c'est un petit élément de précision qui est très important pour les habitants qui nous regardent. 3 questions à mon tour. Qui a payé l'éclairage du stade? Juste pour pas 1 euro, pour qu'on sache la valeur de votre parole. Qui a payé l'éclairage du stade? Très bien. Qui a payé les VRD du stade? Qui paiera les parkings du stade? Qui paye le fonctionnement du stade? Qui paye le coût d'entretien d'usure du stade? Donc, non, je vous ai parlé de VRD, je vous ai parlé d'éclairage, je vous ai parlé d'aménagement. J'ai répondu à votre question. Le problème, on ne peut pas que reculer quand on est mis face à sa vérité. On ne peut pas que reculer. On ne peut pas que tourner le dos. On ne peut pas que regarder ses chaussures en se demandant si elles brillent ou si elles sont sales. À un moment, il faut regarder les choses. Et voir qu'à ce moment, moi, je me souviens toujours du petit papier que j'ai reçu et qui disait « accepte ou sans ça, ça ne se fera pas ». Et j'ai accepté l'éclairage, les VRD, les parkings, l'aménagement, si je me rappelle bien les espaces verts, un certain nombre de choses. Voilà. Et il n'était pas dans la maquette en rue, je peux vous dire, il n'apportait pas 100 millions d'euros. Aujourd'hui, il apporte un fonctionnement qui est lourd. Voilà. Mais vous en êtes content, j'espère. Vous en êtes content de ce stade? Vous en êtes content? Moi, très. Moi, je suis toujours content. Soyez heureux pour vous un petit peu. Être heureux, ça aide à vivre. Allez. On passe à la délibération suivante, si vous le voulez bien, qui est également une bonne nouvelle, qui est le classement. On s'était battu pour. De temps en temps, on se bat et on remporte quelques victoires. De la ville dans le dispositif d'investissement locatif destiné aux particuliers. Je vous rappelle que pendant longtemps, la commune a bénéficié de ce dispositif qui fait que lorsque vous investissez dans le logement et que vous le remettez à la location, vous bénéficiez de diminution d'impôts. Ce n'est pas un système que je défends politiquement, mais c'est un système qui, par différentiel, lorsqu'il n'existe pas, amène les promoteurs à aller dans d'autres villes où il existe. Donc je ne dis pas que c'est un bon système, je dis que la ville qui en est dépourvue, chers collègues, je dis que la ville qui en est dépourvue, c'est un point important, évidemment, elle est dans une situation d'infériorité. Et donc on s'est battu, après qu'on ait lu que le maire de Vernon se battait pour l'avoir et l'avait eu, on s'est aperçu qu'on l'avait eu nous aussi et qu'on s'était beaucoup battu, donc on s'est dit, tant qu'à faire, on va le faire savoir un petit peu. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, vous avez vu également que nous avons, grâce à notre inscription dans les contrats de ville, vu la TVA qui est associée aux opérations de construction de logements, passer à 5,5%. Donc on a un coût de la construction qui est plus faible à Val-de-Reuil.
On me dit, mais j'en sais rien, qu'on vous a mis la lettre de la bonne ministre, Madame Pinel. Et ce qui nous a semblé être évidemment le premier signe, c'est qu'évidemment, on a vu revenir Nexity, je crois que vous l'avez. Ça commence par, et on en a reçu plusieurs, vous êtes enfin classé dans la zone B2, votre TVA, on revient. Et c'est exactement ce que j'expliquais en termes de différentiel. Je ne suis pas pour attirer les promoteurs par des baisses de TVA ou par des arrangements fiscaux au bénéfice de propriétaires. Néanmoins, je m'aperçois que ceux qui les ont, eux, évidemment, les attirent. Donc, comme je suis pour que ma ville est le meilleur, ou soit dans situation de compétitivité par rapport aux autres, parce que, évidemment, ça va avec ses habitants, j'ai souhaité qu'on y soit, et c'est une bonne chose, bien évidemment. Voilà. Il faut que nous approuvions cela. Oui ? Donc nous voterons pour cette délibération. Ça peut être un levier intéressant, mais on vous demande en parallèle, et on vous l'a déjà dit dès le début du mandat, de travailler avec sérieux, avec application, avec les bailleurs sociaux. On a des appartements sur le germe de ville, en centre-ville, qui sont dans un état pas possible. Je pense que les habitants sont les mieux placés pour le savoir. Je ne vais pas donner les détails. Sinon, on va avoir un déplacement, finalement, et on va avoir deux communes qui vont se développer. D'une part, une commune qui vivra dans des conditions difficiles, et une autre qui vivra dans les projets que vous avez présentés. Et ça, on n'a pas envie d'avoir deux villes. Ce serait étrange qu'un centre-ville soit isolé. Voilà. Et si nous voulons avoir des habitants supplémentaires, il faut absolument éviter cet isolement. Voilà, donc on compte sur vous, puisque vous rencontrez régulièrement ces bailleurs locaux et les représentants nationaux de ces bailleurs, pour défendre les intérêts de ces personnes qui vivent en centre-ville et qui ne se contenteront pas d'une cage d'escalier refaite et d'un interphone. Voilà, puisqu'ils vivent dans des salles et des cuisines. On compte sur vous, merci. Vous pouvez compter sur moi comme vous avez toujours pu compter sur moi, à titre personnel ou à titre général, Monsieur Amsalem. Vous savez que j'ai toujours su vous apporter les réponses que vous attendiez et vous êtes bien placé pour le savoir. Mais en comptant sur moi, vous pourrez voir en effet que des travaux sont faits. Je voudrais juste vous expliquer la politique de la ville. La politique de la ville, depuis 15 ans, elle consiste à diriger vers la périphérie de l'argent privé, du plus que l'on peut. C'est-à-dire de faire en sorte que, dans des zones où ils viennent d'eux-mêmes, un certain nombre d'investisseurs amènent ces nouveaux quartiers, ces nouveaux aménagements sur les routes. En revanche, la politique de la ville, et il ne vous a pas échappé ce qu'était le périmètre en rue, et par là même ce qu'étaient les travaux de l'ANRU, quand on lève la tête un tout petit peu plus haut que le bouton de la porte par lequel la sonnerie fonctionne et retentit, on s'aperçoit que sur les toits, par exemple, un certain nombre de panneaux étranges, 10 panneaux solaires sont arrivés. On s'aperçoit, c'est la réponse que je vous donne, monsieur Amsalem, on s'aperçoit que le chauffage a changé, on s'aperçoit que les conditions de sécurité ont changé, et donc on s'aperçoit que ce n'est pas que ça. Mais donc, au centre-ville, l'argent public, vous l'avez vu, à la périphérie, l'argent privé. C'est la répartition. Il y a donc bien deux villes. Il y a une ville qui a besoin de plus de leviers, plus d'aide, plus de soutien. C'est par la dépense publique, ramener tout le monde à égalité, c'est le principe même du service public. Et puis il y a une ville où on laisse davantage d'initiatives privées, c'est ce qu'on a essayé de montrer là. Mais ne vous inquiétez pas, moi j'entends souvent d'autres habitants que ceux que vous entendez qui me disent « Mais monsieur Jamet, il y a deux villes, il y a une ville qui est formidablement aidée, c'est le germe de ville, et il y a une ville qui ne l'est pas du tout, c'est la périphérie. » Et d'une certaine façon, je ne suis pas le premier à le dire, quand vous entendez les deux critiques, quand j'entends la vôtre, qui est argumentée, qui est forte, qui est précise, et puis celle de ceux que je rencontre, je me dis que la vérité doit être un peu au milieu, que finalement on n'a pas si mal travaillé, puisque d'un côté il y a quelqu'un qui voit qu'on avantage les uns, de l'autre il y a d'autres qui voient qu'on n'avantage pas cela. Je pense que la vérité doit être au milieu, et c'est qu'on essaie de faire au mieux notre travail pour tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, pour défendre la ville, vous pouvez compter sur moi. Je la défends bec et ongle, vous savez. C'est même Monsieur Cancalon. J'allais vous appeler Cavaillon. Comme les ballons. Ça pour détendre l'atmosphère, chacun l'aura compris. Bien sûr. Monsieur Amsalem, je travaille du matin à 8h, souvent très... Ne fait pas vos collègues. En réponse à ce que vous venez de dire sur le sérieux, la compétence, etc., je vous propose qu'une seule chose, c'est de venir passer une journée avec moi. Hein? Mais tôt le matin, très tard le soir.
Merci, Monsieur Cancalon. Et la deuxième chose que Ah. je voulais dire, c'est sur la vacance de Germe de Ville. Il y a quelques années de ça, on était pratiquement à 250. Actuellement, on en est à 100, mais par une vacance de fête. Vacances de fête, c'est des avantages. Il faut avoir le diagnostic, il faut faire les travaux, difficulté de trouver les entreprises qui vont faire des avantages. Donc voilà, quoi. Mais il faut se renseigner, il faut aller sur le terrain aussi un peu. Je vous invite Allez. quand vous voulez. Vous allez tous sur le terrain, Monsieur Amsalem va sur le terrain, vous allez sur le terrain, Monsieur Cancalon, je vais sur le terrain. Oui, mais allez, ça c'est. Moi, j'aime pas quand ces critiques viennent de la part de Monsieur Amsalem parce qu'elles sont pas fondées du tout, et donc faut pas les reprendre et pas avoir les mêmes. Sans ça, on se met au même niveau. Allez, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Écoutez, je vous remercie pour cette délibération qui est accueillie à bras ouverts et par tout le monde. La délibération sur le futsal, je vous en ai parlé brièvement. Ceux que ça intéresse peuvent suivre, ceux que ça n'intéresse pas ne suivent pas. Vous avez ici, je ne sais pas si elle vous a été donnée sur votre, sur votre truc. Vous avez, voilà. Bon, les plans, c'est une décision de principe. Il s'agit, chers collègues, c'est d'acquérir, pas nous, mais de faire en sorte que nous puissions, alors qu'en septembre 2013, nous avons acquis la parcelle CD23 d'une surface de 26 194 mètres carrés, nous y avons implanté l'aire de jeu pour enfants Toukiland, que probablement le théâtre y est également sur cette parcelle. On nous propose, et qui nous propose, c'est la société Erden, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a à la fois une entreprise de travaux publics, et puis il y a un certain nombre de footballeurs, de construire un bâtiment de 3700 mètres carrés, comportant 3 terrains de football indoor, plusieurs cours de squash, des terrains extérieurs dédiés au football et au volleyball, et faire de ce complexe le plus important de la région. Une fois encore, c'est une délibération de principe. Hein, pour qu'on puisse négocier, il faut que vous soyez d'accord. Après, il n'est pas sûr qu'on va y arriver. Donc, ce terrain, sur les 23 000 mètres carrés, il nous demande 16 000 mètres carrés, et donc nous pourrions leur vendre. La bonne nouvelle, pour ceux que ça intéresse également, et qui suivent les travaux du conseil municipal, c'est que c'est le cabinet Artefact qui a été choisi, qui est plutôt un bon cabinet. C'est celui qui a fait, alors, c'est celui qui a fait, pour vous donner un exemple, les 5 startups qui sont là. C'est celui qui fait le bunker à Pont de l'Arche. Parce que je voudrais apporter mon soutien à mon collègue de Pont de l'Arche, Richard Jacquet. Ce qui s'appelle le Blocos est un remarquable bâtiment que j'aimerais bien qu'on ait à Val-de-Reuil. Donc il y a toujours des oppositions à un moment qui disent un certain nombre de choses, mais quand on passe devant, et à chaque fois que je passe devant, quand je reviens à Val-de-Reuil depuis la région, moi je suis très content pour le maire de Pont de l'Arche et pour les archers-pontins que ce bâtiment soit fait. Bref, Artefact, ça n'a rien à voir, c'est cela. France Domaine a été sollicité à propos de cette vente, mais aucun avis n'a été encore donné dans le délai réglementaire. Donc il faut que vous approuviez le principe de la vente à la société Erden. C'est moi qui rajoute le principe, parce qu'on n'a pas vendu. Mais si vous ne dites pas que vous approuvez la vente, on ne pourra pas le faire. Et que vous m'autorisiez à signer ça. Un tout petit point qui me paraît important sur ce terrain. Il a été acheté en septembre 2013 pour 121 000 € pour les 26 000 mètres carrés, soit 4,60 € le mètre carré par la ville. Sur cette parcelle, il y a 6 000 mètres carrés qui ont été vendus pour 30 000 € à Toukiland. Là, on vend pour 16 000 €, pour 16 000 mètres carrés à 125 000 €. Ce qui veut donc dire qu'en 2 opérations, on l'a déjà rentabilisé en le vendant plus cher que nous l'avions acheté. Puisque vous savez qu'on est obligé de racheter nos propres terrains pour des raisons historiques que j'ai tout à l'heure évoquées. On en a utilisé 700 mètres carrés pour le théâtre, et donc il nous en reste 3 500 mètres carrés que nous souhaitons vendre à un prix autour de 50 000 €. Ce qui veut dire que sur cette opération, parce qu'on parle parfois de bonne ou de mauvaise gestion, on aura acheté 120 000 € un terrain sur lequel on aura fait 125 000 € de bénéfices. Non pas de bénéfices sur les relis valois, puisque vous y êtes tous attachés, le théâtre, mais de bénéfices sur des partenaires extérieurs, des gens qui viennent. Pourquoi ce bénéfice se produit-il? Parce qu'ils achètent quelque chose. Ils n'achètent pas que le terrain, ils achètent la réputation de Val-de-Reuil. C'est le côté immatériel de la marque Val-de-Reuil qu'ils achètent en même temps que le terrain. Et c'est pour ça qu'un terrain qui vaut 4,60 €, on arrive à s'en sortir en trouvant une moyenne de 8 € sur ce terrain,
c'est plutôt une bonne chose. Je rappelle qu'il y a des opérations qui ont été conduites autrefois et qui n'étaient pas bénéficiaires comme celle-ci, et c'est plutôt tant mieux. Donc elle le serait déjà. C'est arrivé à d'autres opérations qu'on les revende plus cher que nous les avions achetées en le valorisant. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, dont je reconnais qu'elle a été mise sur la table entre le moment où nous avons distribué les délibérations, mais parce que le projet nous est arrivé ficelé il y a 3... Voilà, et vous savez qu'on perd un mois si on reporte. Ajoutons qu'on avait déjà vendu ce projet, mais que justement, sans plan de financement et sans personne derrière, on ne voulait pas vous le présenter. Voilà. Je ne vois pas de questions. Je vais passer au vote. Abstention. Je n'en vois pas. Opposition. Je n'en vois pas. Et dans la concorde et l'esprit général d'harmonie, nous continuons autour de Catherine Duvalet, qui est l'harmonie et la concorde faite femme. Alors moi, je vous présente un projet... C'est déjà ça, voilà. C'est déjà la concorde d'harmonie pour moi, tout de suite. Je vous présente un projet de partenariat avec les établissements publics de la ville, effectivement tous ces sigles. Vous savez que pour participer aux ateliers, aux activités périscolaires, la ville a mis en place un PEDT, un projet éducatif territorial, de façon à ce que ça ne soit pas de la simple garderie le soir, mais que ça soit un projet d'éducation en partenariat avec aussi bien la sphère, on va dire, éducative que la sphère des animateurs et des associations. Qu'on a eu une grande chance parce qu'on a un très bon réseau ici et que ça fonctionne bien. On a eu plus de 140 intervenants qui se sont proposés pour intervenir dans les différents lieux. Toute l'année 2013, on a eu une moyenne de 1200 enfants qui ont participé aux activités sur les 1900 enfants qui sont inscrits dans les écoles. Donc, ce qui fait quand même un bon taux de participation. On a donc signé ce PEDT comme prévu en 2013, en fait. Et donc, grâce à ça, on peut se permettre de signer avec des établissements publics locaux d'enseignement, notamment parce qu'on a besoin d'espace pour pouvoir faire des activités et que l'idée est d'utiliser la proximité, donc le collège, la structure de musique, l'activité, la structure sportive. Et donc là, on avait besoin, par exemple pour l'école des Dominos, d'avoir un peu plus d'espace, parce qu'il n'y a pas de centre de loisirs au centre, même du scolaire. Et donc l'idée de commencer avec le collège Pierre Mendès France, qui est à proximité, permettait de faire cette première signature de partenariat. Donc, c'est ce que je vous propose d'adopter. Le principe de signer donc, avec des établissements publics locaux d'enseignement et plus particulièrement avec les espaces sportifs du Collège Pierre Mendès France qui a été négocié pour les élèves qui seraient des Dominos dans un premier temps. Et le deuxième point positif, c'est que ça favorise la liaison école-collège qui est dans l'air du temps pour favoriser le passage vers la 6e. Voilà. Avez-vous des questions? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je crois que tu continues, Catherine. Oui, je continue. Alors, la délibération suivante est sur un partenariat également qui s'appelle Défi École Énergie 27. L'an dernier, il y a eu une première action qui a eu lieu de ce type-là à l'école Louise Michel sur l'impulsion de François Merle. C'est du ce type-là qui donc avait impulsé cette première négociation avec une école de la ville. Le but, c'est de sensibiliser les enfants et derrière ça aussi les parents à l'économie d'énergie, à le souci de l'environnement, de préserver l'environnement. Et donc, cette année, il y a eu une école, ça s'est bien passé avec un point très positif. Et puis, cette année, c'est l'école des Dominos qui souhaite en faire partie. C'est bien d'ailleurs que ça change de groupe scolaire, plutôt que ça soit toujours le même groupe scolaire, parce que je rappelle qu'il y a un travail de sensibilisation auprès des enfants, mais aussi sur le groupe scolaire lui-même, en fait, des relevés de compteurs, etc., pour qu'ils puissent faire des économies d'énergie aussi. Et il y a tout un travail dans l'année avec des ateliers, avec un concours, etc.
Et donc, une école souhaite le faire, c'est l'école des Dominos, et le directeur de l'école des Dominos, qui est arrivé cette année et qui est très actif, se branche tout de suite dessus. Et donc, je vous demande d'autoriser cette convention de partenariat avec l'ALEC, qui est l'animateur, et en sachant que ça nous demande une participation financière de 1 500 € pour cette action. Vous avez tout le détail du projet Défi École Énergie. Y a-t-il des questions? Alors Christophe Coplot suivra plus particulièrement cette action toute l'année. Voilà. Y a-t-il pas de questions? Ça serait terrible, c'est après qu'on dit que c'est Christophe qui s'en charge, qu'il y ait plein de questions soudainement. Oui, mais alors, non. Vas-y, parle sur Internet. On peut dire simplement que l'année dernière, Louise Michel a eu un très bon succès du fait qu'ils ont remporté le défi de la meilleure économie sur la consommation électrique. Je crois que c'est 24% d'économie de consommation électrique qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est plutôt un bon succès, quoi. Vous passez au vote, Madame Duvallet? Oui. Et y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La parole est à l'honorable Bernard Cancalon. Merci, Monsieur le maire. Je vous propose la convention entre la ville et l'association Envie d'agir. Envie d'agir est une association qui a été créée il y a à peu près une année, mais qui existait déjà avant, mais pas sous le régime associatif. C'est des gens du quartier, principalement de la Grosse Borne, qui essayent d'animer quelques ateliers thématiques afin de pouvoir bénéficier les enfants autistes et adultes autistes sur certains lots. On a travaillé il y a quelques années avec le Home Pascal et en faisant une kermesse et pour leur apporter un peu de sous pour leur sortie. Ils demandent de pouvoir bénéficier du local de la rencontre 3 à 4 après-midi par semaine. Sur la délibération, il y a marqué stockage, mais il n'y aura pas de stockage. C'est simplement un lieu de rencontre. Un peu ce que faisait la Grosse Borne dans son époque, c'est-à-dire les après-midi autour d'un café, ils se réunissent, ils font du tricot. Voilà. Donc je vous demande si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des questions, pardon? Des oppositions? Oh, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai juste une question. Demandée donc pas forcément pour cette association-là, au titre des associations. Pourquoi il n'y a pas une participation pour les logements, en fin de compte, quand on leur prête des locaux? Pourquoi tous les locaux sont-ils gratuits? Le local qui est la rencontre est un LCR. C'est-à-dire c'est un local qui est réservé, qui est mis à disposition par les bailleurs et qui est mis à disposition des locataires. Donc dans ce local-là, on en parlera, ça sera aussi valable que pour la prochaine délib, c'est qu'en fin de compte, il y a déjà 3 associations dedans. Il y a la Grosse Borne en mouvement, mais qui va se retirer. Il y a les filles Altélis qui sont là le dimanche matin. Et vous avez Vestival qui fait la bamboche, etc., qui font aussi des ateliers. Et qui font... Voilà. Donc c'est un LCR. C'est le seul local LCR qui a mis à disposition des habitants. Là, donc, oui, enfin... Ouais, le coût global, enfin, on va apporter de l'eau au moulin pour donner des verges pour se faire battre. Le coût des locaux collectifs résidentiels, il pèse, il est réparti proportionnellement sur chacun des loyers. Il ne faut pas non plus l'oublier. Oui, voilà, c'est pas. Mais là, je donnerais bien une deuxième raison. Si on demandait à pas mal d'associations de payer le local dans lequel elles sont, ça reviendrait sous forme de demande de subvention à la ville. Donc voilà, c'est. Alors, en revanche, ce qu'il faut faire, on nous l'a dit beaucoup, c'est valoriser à chaque fois qu'on le peut l'aide matérielle qui correspond, et vous avez raison de ce point de vue-là, M. Gebert, il faudrait dire c'est 10 € de subvention plus 2 € d'équivalent loyer pour la rencontre, c'est-à-dire valoriser ce don de la ville. Vous avez raison, c'est pas gratuit. Enfin, ce qui est prévu dans le cadre des subventions associatives du CCS à partir de cette année. Très bien. Bah, écoutez, travaillons dessus avec Madame Combat.
excuse-moi. Est-ce que vous passez au vote, monsieur? Vous étiez parti pour. Bah oui, déjà. Qui est pour? Ah, c'est cool, ça, ouais, c'est bien. C'est notre coach. Merci. Bras gauche maintenant. Vous n'avez pas fini comme ça, parce que je crois qu'on avait une autre. Oui, oui. Une autre convention pour une autre association qui est le Scrabble. Le Scrabble dans la même salle, qui sera le LCR, la rencontre. Eux, ça sera le vendredi soir. Je vous remercie. Donc, ça sera le vendredi soir, sur les mêmes conditions. Ils sont à peu près 24 à 25 personnes qui font partie de cette association. Ils sont affiliés à la Fédération française de Scrabble. Ils ont besoin d'un lieu tranquille où ils pourront jouer le soir tranquillement au Scrabble à la rencontre. Voilà. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Je vous remercie. Merci, monsieur Cancalon. Très rapidement, la disparition de notre collègue nous a amené à le remplacer dans deux des organismes où il était. L'un, c'est ISO, c'est les Jardins de Neustrie. Je vous propose que Bernard Cancalon puisse nous représenter, puisqu'il y a une dimension d'intégration par le travail. Et la deuxième, c'est la mission locale pour l'emploi. Et je propose que Géraldine de Liancourt puisse nous y représenter, voilà, à la place de Daniel Moreau. Et donc, voilà, simplement là, c'est une chose assez simple. Est-ce qu'il y a des questions sur ce remplacement? Je vous remercie. Opposition? Abstention? Je vous remercie. Je crois que nous avons fini notre conseil municipal. On m'indique que le procès verbal du 24 avril, c'est ça? Du 25 juin. Du 25 juin. Et sur la table, et qu'il faudrait que vous puissiez signer ce document que vous avez approuvé la dernière fois, c'est ça? Et qui du coup doit être signé maintenant. Voilà. Au prochain conseil municipal, Madame Bataille, il faudra bien donner aux élus les jours du colis des anciens, en sachant qu'il n'y a pas simplement colis, mais il y a chocolat, orchestre, et que vous savez que c'est du temps que vous donnez. Ça, il se répartit traditionnellement en 2 matinées, 2 après-midi. Voilà, c'est du temps qui est important. Et puis, je crois également que le Noël des enfants du personnel est le 17 décembre, je crois, je suis pas 14, voilà, 14 décembre. C'est un moment où plus il y a de bonne volonté. Voilà, non, je crois que de toute façon, ça ne peut pas changer puisque c'est le 21 décembre, c'est trop près, c'est les vacances, et c'est le 14, si c'est un dimanche. Hein, voilà, avec une heure qu'il faudra vous préciser parce que on arrive tôt, généralement vers 14h, mais ça commence que vers 15h. Voilà. Monsieur Amsalem. Oui, juste avant de vous quitter, je voudrais savoir s'il est possible, je pense que ça l'est, de fixer l'agenda des conseils municipaux en avance, comme ça se fait à la case, comme ça se fait dans beaucoup d'autres villes aux alentours. Ce qui nous permettrait à tous de mieux s'organiser, d'organiser nos vies professionnelles, nos vies privées. Ça serait plus intelligent. Voilà, je vous fais cette proposition. J'espère que ça sera recevable pour chacun de vous. Et oui. Très pratique. Très pratique. C'est une proposition révolutionnaire. C'est une proposition révolutionnaire parce qu'on l'a fait à peu près à chaque début d'année. Et puis c'est vrai qu'on s'aperçoit souvent. Il y a une deuxième proposition qui est également un pont aux ânes, qui consiste à dire tiens, ça serait bien si on faisait le conseil municipal à 6h. Puis généralement, après, on le remet à 20h. Mais il y a toujours quelqu'un qui lève la main et qui dit tiens, ça serait bien si le conseil municipal était toujours le même jour. Il y a toujours quelqu'un qui le fait. Et il faut qu'il y en ait un chaque année. À chaque fois, on essaie de le faire. Et puis après, on arrive à un moment où les vacances, la case, dont on. Là, par exemple, vous l'avez bien remarqué, on essaye de mettre systématiquement. Vous avez remarqué quoi? Hier, votre absence à la case, la réunion qui était programmée sur le contrat de régulation. Oui. Je comprends pas ce que vous dites là. Non, je comprends. Michael, je voudrais pas avoir un petit enfant passage en maternelle petite section. Michael, arrêtez. Michael, ne vous en prenez pas Jacques. Jacques, t'en prends pas Michael. Tout ça est ridicule. Oui, mais donc j'essayais de vous répondre très gentiment
vous êtes tombé sur autre chose. J'essaie de vous expliquer un truc super simple que vous n'avez pas encore compris. On essaye de mettre le conseil municipal systématiquement après le conseil de case. Vous êtes parti sur un autre truc, parce que vous avez pensé en rigolant un petit peu, en ricanant. Vous avez dit, la case, j'ai compris. C'était pas ça, mais c'est pas grave. Systématiquement, quand il y a un conseil de case, celui où, par exemple, vous avez voté les 500 000 euros sur la ZAC des Coteaux, vous avez trouvé que c'était bien. Nous, on a voté contre, vous avez voté pour. C'était hier. Mais eh bien, je vous explique que le rythme des réunions de la case... alors, j'ai l'impression d'avoir un vieux chanteur de rock qui essaye de faire vivre le public. Non, mais Michael, vous parlez tout seul à un moment. Vous parlez tout seul. Dis le type. Vous ne projetez pas votre petite haine sur tout le monde. On essaie de vous expliquer que la date qu'on essaye de choisir pour le conseil municipal, mais c'est quand même pas compliqué. C'est le lendemain, du plus souvent que l'on peut, du conseil de case, qui lui n'étant pas toujours le même jour. Parfois il y en a le mardi, parfois il y en a le jeudi. Malheureusement, il était parfois la 3e semaine, la 4e semaine. Maintenant, ça bouge. Vous avez vu hier que les travaux sont arrêtés à 2h du matin. J'ai conseillé à Bernard Leroy, quand il y a 67 délibérations, qu'elles prennent par définition 1 minute pour les exposer, 1 minute pour en discuter, 1 minute pour les approuver. Ça fait déjà 3 heures. Il a indiqué lui-même, et vous l'avez entendu, qu'il y aurait du coup plus de conseils de case et qu'on allait changer le calendrier. Moi, je veux bien faire les conseils municipaux avant le conseil de case, mais ça n'a pas de sens. Donc voilà, que vous dire si ce n'est des choses pratiques, des choses de bon sens, et puis vous demandez surtout de ne pas vous énerver, de ne pas vous en prendre à nous. La vie est difficile. Je ne vous ai pas donné la parole. La vie est difficile, mais prenez-le avec le sourire. Non, voilà, c'est connu. C'est connu. Par exemple, il y a une chose qui est très connue, Michael, c'est que vous êtes un bon organisateur, que je suis un mauvais. C'est très connu. Alors donc, je lève la séance.